C'est bon, c'est parti. Donc, ce soir, je suis en compagnie d'Hazard et d'Almout. Et nous allons parler et nous allons débriefer un peu cette seconde saison de The Witcher. C'est la série Netflix de The Witcher. Aïe, j'ai mal rien que d'y penser. Vous savez qu'en plus je me suis dit, allez, est-ce que je remate au moins quelques épisodes avant? J'ai commencé le premier, j'ai fait non. j'ai quitté tout de suite. J'en peux plus. Il est douloureux. Il a eu mal. Alors, juste avant, donc Hazard, vous le connaissez, c'est un passionné de The Witcher comme moi. On avait fait ensemble Il me semble que c'est avec toi que j'avais fait le premier conte de monde d'hiver autour de The Witcher. Au tout début de la chaîne, il y a un peu plus d'un an. Alors, Alpha, attention, spoiler alerte, hein, je préviens. On va essayer de... Ok, d'accord. Mais par contre, voilà, vous connaissez pas Almout. Almout, est-ce que tu veux rapidement te présenter, si tu veux, pour représenter également peut-être la communauté que tu gères, ou plutôt qui s'est créée grâce à toi, grâce à ton travail. T'es là. Ah, attends, on me dit qu'on ne t'entend pas. Ah, Attends, est-ce que c'est là? Est-ce que vous l'entendez? Est-ce que les gens vous le... Attendez, est-ce qu'il va falloir que tu répètes? Je crois que personne t'a entendu. Dites-moi, est-ce que là on entend les gens? Vas-y. 1-2, 1-2. Ouais, c'est bon. Là, Omelette au fromage. là, on vient de me dire qu'on t'entend. Voilà, le rec, voilà, ce sera enregistré. Hein, désolé pour Bon, les aléas du direct. les aléas du direct. Désolé, c'est le tout nouveau setup. J'ai changé de. Voilà, en gros, pour résumer, Almout, grâce à lui, il y a la communauté du JDR officiel The Witcher qui s'est formée. Il gère un site sur lequel vous pourrez retrouver. Donc, je mettrai le lien dans le Discord. C'est grâce à toi, donc justement, on a un moyen d'accéder à tout un tas de contenus autour du JDR officiel The Witcher, pas celui que j'ai bricolé avec Kai, Hazard, etc. Mais un autre, le JDR officiel, celui qui a un peu plus de contenu et qui est un peu plus proche peut-être de l'univers. Donc voilà, je mettrai le Ça, lien. non, Voilà. Et toi, tu gères un peu le Discord et toute la communauté qu'il y a autour. Enfin, t'as... c'est avec l'aide d'Alexis et Artemis, avec qui on est deux en fait à gérer le bon déroulé, la mise en place des scénarios sur le site, de tout le contenu. Et oui, en fait, toutes les ressources sont appuyées par rapport à l'officiel. Même si on a des gens qui sont sur le Discord, qui sont sur le groupe, qui utilisent des systèmes maison ou d'autres systèmes alternatifs pour jouer dans l'univers de Witcher. Et donc en fait, on va essayer de rassembler plein de choses pour faciliter le fait de jouer sur The Witcher. Et si tu me permets, Almout, tu es peut-être incollable sur l'univers de The Witcher. Almout, Cole, tout ça, bref. Alors, On va franchement, avancer. pour être sur le Discord, des fois, je les vois se débattre autour de questions. Je suis en mode, mais je savais même pas que ça existait. J'étais même pas au courant qu'on pouvait débattre sur ces questions-là dans l'univers The Witcher. Je jette des Donc coups d'œil de temps en temps. un collab non, mais c'est vrai que j'essaie de creuser le lore pour lorsque j'écris des scénarios, c'est d'être le plus lore friendly, même si c'est pas toujours facile avec toutes les contradictions entre les livres et les livres, les jeux et les jeux, les livres et les jeux et la série et les films et la série, et ainsi de suite. Donc du coup, on va essayer de faire un truc à peu près. Plus les comics, plus le film d'animation. T'as déjà regardé la série polonaise ou pas? Ah non, là-dessus, j'avoue, j'ai pas trouvé Hazard veut à tout prix que je la regarde. de sous-titré français. Mon anglais est pas assez bon malheureusement. Quoi, tu parles pas le polonais couramment? Mais attends, c'est incroyable tout ça. Donc, eh ben messieurs, je crois qu'on peut commencer. Alors, on va commencer. Je vais déjà commencer pour vous demander votre avis peut-être général sur la série. Donc, je répète, attention pour tout le monde, on va se lancer. Spoiler alerte, on va spoiler comme des gros sacs. Et on va dire y aller franchement.
Voilà, spoiler alerte, on spoil à n'importe quel moment à partir de maintenant. Donc, Almut Hazard, qu'est-ce que vous avez pensé de la série dans son ensemble, au moins de cette seconde saison? Parce qu'on est là, on peut aussi parler de ce que vous avez ressenti après la première. Aïe. Je te laisse commencer, Hazard, j'enchaînerai par la suite. Alors moi, comme je disais en préambule, hein, donc c'est Envino qui m'a incité à regarder la série. Non, à savoir que déjà la première saison, je n'ai pas du tout accroché. Là, j'ai regardé la deuxième saison. Finalement, il y a que 8 épisodes, ça passe. Oh, je l'ai regardé un peu avec un œil assez critique, hein, dans le but justement de sortir des informations. Alors, je m'étais fait un petit fichier Excel pour prendre des notes, hein, sur tout ce qui était négatif. Je m'étais contenté d'une enveloppe, hein, vraiment, je l'ai sous les yeux là pour lister ce qui était positif. Donc déjà, ça commençait pas trop mal. Et déjà, petite anecdote, hein, de mon lancement de la série. 2 minutes après avoir lancé la série, j'envoie un premier MP à Envino pour lui dire tout ce que j'ai apprécié dans cette série. À 2 minutes, vous avez Tisaya, la grande mage, la grande formatrice de l'école d'art et tout ça, qui est en train de pratiquer la nécromancie. Un truc qui est absolument interdit dans le monde des magiciens de la confrérie, et ça, c'est à 2 minutes du premier épisode de la deuxième saison. Vous voyez ça, franchement, c'est incroyable, et c'est bourré de conneries comme ça, de trucs vraiment, vraiment bidons de ce type. Et j'ai creusé, j'ai essayé de comprendre pourquoi, etc. Je suis tombé sur des interviews de la showrunneuse, Lauren Schmidt. Alors déjà, soit dit au passage comment dire qu'une nana descendante d'allemand soit showrunneuse d'une série qui est complètement germanophobe. Alors déjà, bon, ça tombait pas forcément très bien, mais voilà, elle le dit d'elle-même. J'ai pas l'impression qu'elle soit très fière de ce qu'elle fait. Elle répond à un cahier des charges. Et la série, hein, si vous voulez mon avis, c'est vraiment cahier des charges. Il y a un début, il y a une fin, il faut X intrigue, il faut X temps consacré à tel personnage. Et tout l'univers, tout ce qui peut ressortir des bouquins, ou même 2-3 inspirations des jeux vidéo, franchement, ça passe, c'est relégué en Easter egg dans la série, ouais. Et on en est ultra loin, on en est vraiment très loin, on passe vraiment à côté de l'essence de la série. Voilà. Même à l'essence de l'univers en soi, l'univers lui-même, quoi. Ok, donc pas positif du tout. De ton côté, Almut, il y a des choses positives, il y a des choses positives, j'en parlerai. Almut, toi, alors si je t'ai convié, c'est parce que t'as un avis peut-être un peu plus mesuré, qui disait que tu voulais te faire l'avocat du diable, peut-être. Ouais, c'est ça, j'essaie de tirer des points positifs, même si des fois c'est un peu compliqué. J'ai quand même préféré cette saison 2 à la saison 1, même si j'avais regardé, j'avais regardé la saison 2 avec ma conjointe, et toutes les 2 minutes je mettais en pause pour critiquer la série, ça la rendait folle. Mais en fait, au-delà de tout ça, effectivement, c'est de la production de Netflix, et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est un peu récurrent par rapport à leur mode de production. On trouve ça dans beaucoup de ce qui sort, où en fait ils doivent vraiment avoir une marge de manœuvre assez limitée. Pour faire un parallèle avec Cowboy Bebop qui est sorti il y a pas longtemps, où pareil, c'est un peu près la même chose, où ils ont voulu partir sur un truc copier-coller du matériau d'origine, mais pas complètement, parce qu'il n'y a pas le budget, parce qu'il n'y a pas ça. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a vraiment la même chose sur tous ces genres de production de Netflix. Et donc, pour revenir sur le sujet de Witcher, j'ai trouvé la saison 2 meilleure pour d'autres points que je développerai tout à l'heure. Mais surtout, moi, la grosse question que j'ai sur cette série, c'est à qui ça s'adresse. Les showrunners, je ne comprends pas à qui s'adresse. Est-ce qu'ils s'adressent aux puristes des livres qui vont rien comprendre parce qu'ils suivent pas du tout les livres? Est-ce qu'ils s'adressent aux joueurs des jeux vidéo en respectant pas du tout l'esthétique du jeu vidéo? Et à cause de ça, ils ont le cul entre 3 chaises en voulant essayer de faire du lore en plus. À la limite, moi, c'est la partie que je trouve le plus intéressant, c'est qu'ils rajoutent du lore là où il n'y en avait pas, des moments qui ne sont pas dans les livres, qui ne sont pas dans les jeux, qui ne sont jamais expliqués. Ça rajoute une petite couche de lore. Et ça, si tu soulèves vraiment un très bon point. À qui s'adresse le show? On se pose vraiment la question. C'est pareil, j'arrive pas à y répondre. Ça aide pas. C'est ça. Mais pour faire rejoindre aussi la chose que tu disais, Hazard, c'est effectivement le plus gros souci que j'ai quand même avec la série, c'est d'aller à l'encontre du lore et indiquer des choses qui sont en contradiction avec le lore là où c'est pas nécessaire. Là, pour donner ton exemple sur la nécromancie de Tisaya, il y a Tretogor qui accuse
Yennefer d'utiliser la magie du feu alors que c'est pas du tout interdit chez les mages. C'est juste que c'est la source de chaos la plus difficile à contrôler. Mais il y a la créatrice d'Aretuza qui était une maîtresse du feu. Ça n'a jamais été interdit, c'est juste que c'est compliqué. Ouais. Dans le lore. Si je peux me permettre, je vais peut-être donner mon avis rapidement, à moins que Almout, tu veux y rajouter quelque chose? Oh, vas-y, on aura d'autres raisons de critiquer dessus. Pour ma part, je dois avouer que le premier épisode m'avait, on va dire, je m'étais dit, je retrouve un peu de The Witcher dedans. C'est-à-dire que le premier épisode, avec un côté malédiction, ça ressemblait, vous savez, un peu une sorte de quête The Witcher. Je dis, ça peut être intéressant. Ça ressemble un peu. Attends, juste qu'on précise bien, parce qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas du tout envie de se taper la série, qui veulent juste avoir le retour. Le premier épisode reprend la nouvelle, je sais plus c'est quoi le nom de la nouvelle, hein, mais c'est celle de la Belle et la Bête, en gros. Voilà, en gros. Mais tu vois, je me suis dit, dans l'ambiance, elle était assez cool, tu vois. Je trouvais qu'elle avait l'air, qu'elle était bien, qu'elle ressemblait même, pour les gens qui n'ont joué qu'au jeu et qui n'ont pas lu les livres, ils pouvaient retrouver un peu l'ambiance qu'il y avait dans certaines quêtes de The Witcher 3, où tu as un mystère à résoudre et tu as une sorte de choix moral à faire, etc. Donc je me suis dit, ça part bien. Deuxième épisode, blam. Il faut dire que la nouvelle, je suis allé regarder, elle s'appelle Un grain de vérité, elle est vraiment bien écrite, elle est vraiment bien écrite, et il y a un truc qui est savoureux dedans, ce sont les dialogues. Il y a des vrais dialogues entre Nivellen et Geralt qui est profond sur les choses de la vie, de l'amour, et c'est un truc qui sera de façon un peu en toile de fond dans toute la saison 2, et que je trouve qui s'est dégradé par rapport à la saison 1, c'est les dialogues justement, qui sont vraiment... ni fait ni à faire, quoi. Il y a pas de saveur dans les dialogues, hein. C'est vraiment dommage, hein. On est d'accord dessus. Il y a pas vraiment d'effort qui a été fait. On dit les choses factuellement. En fait, c'est très factuel comme série. J'ai un passage que j'adore moi dans le bouquin, ça doit être le chapitre 2, donc qui correspond à la saison 2, enfin du livre de la saison 2. C'est quand Triss va découvrir Kaer Morhen. On découvre Triss Kaer Morhen par les yeux de Triss. Elle découvre un peu les sorceleurs sur un autre angle, vraiment de l'extérieur, et elle va se rendre compte petit à petit de ce qu'ils font de Ciri, c'est-à-dire une espèce de garçon manqué amené à se battre. Il y a des scènes qui sont hilarantes là-dedans, vraiment. Quand elle les engueule. Ouais. Il y a des dialogues de fou, qui tournent. C'est un peu graveleux parce que c'est une jeune fille, elle commence à avoir ses règles, ses machins, ses trucs, et elle leur explique aux sorceleurs bourrus, machin, enfin voilà, des brutes quoi, que faut pas la traiter comme ça. Il y a des dialogues de fou là-dedans, et là c'est résumé genre en deux punchlines dans la série, et tu fais mais c'est con quoi, c'est naze. Pourquoi vous avez pas repris des éléments de dialogue quoi, c'est vraiment dommage. Si on peut vite faire résumer donc notre avis à tous les trois, aurait pu largement mieux faire quoi. Ouais, bien sûr. Est-ce que Hazard, tu penses c'est quand même un peu mieux que la première saison ou pas? Ça part un peu mieux c'est délicat parce qu'il y a des points. En fait, je me suis plus intéressé à cette saison sur un œil critique, tu vois. Et je pense que j'ai appris beaucoup de choses en regardant justement des interviews. Et je me rends compte, tu vois, je sais ce qu'ils font à travers la série. Ils essaient de faire un show qui plaira à tout le monde. Je comprends la plupart des choix stratégiques qu'ils ont fait, mais c'est pas pour ça que du coup que je les apprécie ces choix. Je peux aussi comprendre les choix, mais par contre, je peux juste dire que c'est particulièrement malheureux et maladroit en fait. Alpha, un bon point. Les fameuses armures. Armure Nilfgaardien, c'est le premier thème qu'on peut là. Il faut savoir que c'était vraiment une critique énorme faite à la première série. Attention, la caméra qui part en cacahuète. Alors, je vais prendre une image. Donc, j'ai oublié même le nom de ce perso, c'est vous dire. Hop. Voilà. Pour ceux qui se rappellent des armures Nilfgaardiennes de la première saison, vous savez ces armures en carton là, cliché. C'est Cobel, hein. Ouais, c'était du espèce de moulage plastoc, etc. Là, on est d'accord quand même que ça. Bon, seul truc, c'est qu'elles sont pas noires. Dommage, elles ont pas le côté un peu noir qui faisait un peu le charisme de Nilfgaard, le charisme un peu glaçant de Nilfgaard. Après, déjà, on peut techniquement là-dessus, on voit que des armures d'officiers. Et on voit que les armures de l'espèce de garde d'honneur de l'empereur. Alors qu'elles soient noires dorées, pourquoi pas au final. Tu vois, on verra peut-être les armures des troupes standards un petit peu moins flashy. Moi, pour le moment, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Oui.
Éventuellement, si c'est la garde d'honneur de l'empereur, c'est l'Impera, la brigade Impera, qui est avec normalement un symbole de salamandre, qui mettent un autre type d'armure pour cette Impera-là, pourquoi pas. Mais moi, la chose que je comprends pas, que ce soit pour la saison 1 ou même pour la saison 2, c'est vraiment à quel moment ils ont fait le choix de vraiment renier le visuel de Witcher 3, là où c'est si facile de prendre les armures de Nilfgaardiennes de Witcher. C'est des armures complètement historiques du 15e siècle. Ils peuvent en acheter en Chine qui font le café pour 3 fois rien, à mon avis, vu leur budget. Et à côté de ça, non, ils vont du coup designer des trucs ultra moches qui vont faire, je sais pas où, qui va sûrement leur coûter 10 fois plus cher qu'un truc qui serait plus propre et réaliste. C'est que des choix que je ne comprends pas. Alors, ça, je peux te répondre. Ça, c'est vraiment une volonté de Netflix de dissocier complètement la série, et ça, on le retrouvera partout, du monde réel. En fait, il faut oublier qu'on est dans un univers slavo-germanique du 12-13e siècle. Ça, il faut l'oublier à travers les interviews que tu vois des directeurs du programme. Ils veulent pas, ils veulent de la fantasy. Ce qu'ils veulent, c'est de la fantasy. Donc, c'est pour ça qu'il y a très peu de références au monde slave. Et c'est pour ça qu'ils vont pas te reprendre des armures qui fassent trop médiéval, etc. Ils veulent quelque chose de fantastique. Encore une fois, c'est un truc que moi je n'apprécie pas, mais que je peux comprendre à la rigueur pour plaire peut-être au marché chinois, américain, etc. quoi. Ouais, mais ça, c'est un truc ça, c'est vraiment le truc qui me fait penser comme toi qu'ils ont pas compris l'essence de l'univers. Surtout que c'est pas pour rien que l'auteur a écrit l'univers de cette façon-là aussi. Et surtout que n'oubliez pas une chose, hein, la direction artistique qui est en charge des cinématiques du The Witcher 3, donc qui a designé les armures Nilfgaardiennes qu'on voit à travers les cinématiques. Pardon. Tu peux attendre que j'ai fini pour mourir, s'il te plaît. Voilà. Ouais, avec Donc, ce studio qui a préparé les cinématiques et donc designé ces armures et a été embauché par Netflix. Hein. Ils font partie de la direction artistique de cette série. C'est la seule partie de studio qui a bossé à la fois sur la série Netflix et sur le jeu de CD Projekt. Donc, je les plains tellement parce qu'ils ont dû s'entendre dire que leur travail, on vous n'en voulait pas. À la base. Alors, juste un petit truc aussi hein, pour nos amis du chat et ceux qui verront la vidéo sur YouTube. Je me suis tapé pas mal d'interviews, notamment de Cavill. Alors Cavill, il faut savoir, Henry Cavill, c'est vraiment un aspect très positif du show. Pour ceux qui le connaissent pas, c'est un énorme geek. Et il connaît les bouquins sur le bout des doigts. D'ailleurs, en interview, à chaque fois qu'il commence une phrase, c'est according to the book, according to the books. J'ai l'impression de me retrouver moi quand j'étais en fac et qu'on faisait des exposés en anglais, quoi. Bref. Il connaît le truc par cœur et il a placé lui-même des scènes, des points, des machins. Il a essayé de faire le truc. Il essaie de faire un maximum de lore à travers la série. Et il y a même une scène. En fait, il dit que une des scènes qu'il préfère lui, c'est celle où il est avec Ciri. Autour du feu de camp et où ils partagent un moment. Et il dit cette scène, je l'ai imposée. Cavill dit j'ai imposé cette scène à la direction parce que j'avais l'impression qu'on s'intéressait pas assez à la dynamique entre Ciri et Geralt dans la saison 2. Alors que c'est vraiment l'essence de cette saison 2 de base. Et donc heureusement qu'il est là, Cavill. Hein. Ouais, on est d'accord que Alpha, on est d'accord, Cavill porte toute la série sur ses épaules. Il fait un très bon Geralt. Enfin Geralt, ça dépend comment vous le prononcez. C'est du coup un des défauts je trouve, de la saison 2 également, c'est que le show ne prend pas le temps de se poser et de développer les relations entre les personnes jusqu'à squeezer des passages qui sont ultra importants dans la narration sur les liens entre eux. Par exemple, moi ce qui va le plus choquer, c'est Ciri et Yennefer, normalement, où tu as Yennefer qui vient au temple de Nenneke pour former Ciri à la magie. Et c'est vraiment à ce moment-là où tu as toute la relation mère-fille qui commence à s'installer dans le livre. Là, c'est complètement squeezé. Et quand tout à la fin, ils essaient de faire une sorte de rassemblement famille, Geralt le papa, Yennefer la maman et Ciri la fille, vu qu'il n'y a eu aucun moment où ça se pose, où ça développe les liens réellement, ça ne marche pas. Ah, mais Mais c'est horrible. Hein. Ça, vraiment, moi, c'est un truc qui m'a choqué. D'autant plus que je crois pas qu'ils remettent une couche comme quoi Yennefer ne peut pas avoir d'enfant. Je crois pas qu'ils remettent une couche comme quoi Geralt peut pas avoir d'enfant. Et que du coup, ça va devenir une espèce de parenté anormale. Mais par défaut, parce qu'ils peuvent pas, ni l'un ni l'autre ne peuvent avoir de gosses. Mais c'est vrai que ce passage zappé de Ciri apprenant la magie auprès d'Yennefer, qui est une tutrice qui est quand même assez dure. C'est pas la copine Yennefer, la copine c'est Triss.
Yennefer est très dure avec Ciri au départ, et un peu comme une maman très Mais stricte. là, on est d'accord que Yennefer, dans ce qu'on a fait la série, je vois aucune raison pour laquelle Ciri peut s'attacher à elle, en fait. Mais elle a essayé de la tuer, quoi. Mais on est d'accord. Ah oui, elle voulait la sacrifier. Elle a essayé elle a essayé de se servir d'elle d'une façon atroce. Et genre, j'ai été choqué. Parce que moi, je me souvenais d'avoir Yennefer un peu. Enfin, je me souviens, pour ceux qui ont fait qui ont fait que le dernier jeu là et tout, dans le contexte actuel, comment tu veux accepter que dans le troisième jeu, par exemple, Yennefer et Ciri soient aussi heureuses de se retrouver, de voir Yennefer aussi. Je suis en mode, mais si elle a commencé par essayer de la tuer. Pourquoi est-ce que c'était. Quoi? Ça a aucun sens, votre merde là. Ouais, il y a ce truc, c'est vrai du coup, en fait, ce sera toujours le problème de fond, c'est que on prend des briques et on essaie de les inclure à des moments, etc., sans s'encombrer de tout ce qui va avec, et on va se retrouver avec des trucs qui sont complètement bancals, quoi. Pourquoi Ciri et Yennefer se rattachaient l'une et l'autre? Ciri, il y a un moment, il va falloir qu'elle apprenne un peu aussi la magie, parce qu'il y en a besoin dans le reste de l'univers. Donc, est-ce qu'ils vont faire un temps? Peut-être que ça va venir après, peut-être que Yennefer, Ciri vont passer un peu de temps avec, et là, elle va apprendre, mais après, c'est tout le reste du scénario qui tombe un peu à l'eau. Franchement, c'est compliqué. Là, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont bricolé la saison 2. Ils savent pas ce qu'ils vont faire saison 3, hein. Et j'en suis persuadé, hein. J'en suis vraiment persuadé, hein. Mais on peut. On vous fait une petite transition. Bah, vas-y, Almout, et puis après, je continuerai. Ouais. Effectivement, sur la saison 3, moi je ne sais pas si du coup ils vont essayer de rattraper les wagons, remettre les wagons des livres, ou partir sur un scénario complètement à part. Et à la limite, c'est dommage, c'est que quand tu prends pas le fond, tu prends pas la forme, à la limite, on part sur autre chose dans l'univers de The Witcher. Raconte une nouvelle histoire, entre la perte des pouvoirs de Yen, les monolithes, Valetmir, il y a plein de choses qui commencent à s'étoper et à raconter. Moi, ça moi j'ajoute de l'or, moi ça, c'est point politique, c'est bourre-moi du lore, telle moi sur le visage, je prends. Mais si du coup, tu t'entremêles avec le livre sans le respecter, en cassant les moments importants, du coup ça ne marche pas. Et saison 3, est-ce qu'ils vont revenir au livre? Est-ce qu'ils vont partir complètement virage à 90 degrés et partir sur une nouvelle histoire? Et limite, je serais même presque à penser que genre ce Villefort, ça serait même pas forcément le méchant. Même si bon, il y a rien, il y a Lydia. D'après une scène, ouais, normalement, ouais. Puisque à la fin on comprend que la nana c'est Lydia, j'ai oublié son nom, c'est qu'elle a la moitié de la mâchoire inférieure qui est fait par illusion. Et du coup dans le livre on sait pas comment c'est fait ça, et là il le montre pas. Voilà. Si dans le livre j'ai retrouvé en lisant un wiki, j'avais besoin du nom de la nana justement pour prendre des notes, et il le dit, c'est vraiment, il y a une phrase ou deux, en fait c'est dans l'exploration d'un temple magique, à la demande de Figlefort, elle est tombée sur une espèce de glyphe qui a explosé, et puis basta. C'est pas super important dans le lore, mais déjà dès le départ elle aurait dû l'avoir parce qu'elle travaille déjà pour lui, en fait, voilà. Enfin, là je spoil peut-être, vous avez rien entendu parce que là je spoil le reste du truc, mais c'est pas grave. Il y a une alerte spoiler, je rappelle, vous faites... Ouais, mais il y a ceux qui ont vu la saison 2, mais il y a le reste de la saison 3. Quoi. Yep. Voilà. D'ailleurs, en fouillant, je suis tombé sur une scène effacée, ultra intéressante, qui n'a pas été foutue dans la série. C'est une scène d'engueulade entre Filgerfort, ou putain, j'arrive jamais à prononcer son nom, et Stregobor, où Stregobor s'en prend à lui, lui dit de toute façon t'es que le fils d'une catin, on t'a trouvé dans le caniveau, machin, etc. Et il lui refait en fait, par une espèce d'engueulade, il lui refait en fait tout son historique, tout son background. Et je me dis, celui qui a jamais joué, enfin les jeux vidéo, bah non, Filgerfort c'est pas dedans. Donc dans les jeux, tous ceux qui viennent du jeu vidéo pour regarder la série, ils connaissent pas l'histoire. Tous ceux qui ne connaissent pas l'histoire en particulier, ils savent pas d'où vient ce personnage. Et en gros, là, on a un personnage qui est absolument pas développé. Et au montage, ils se sont dit, ouais, non, le petit développement qu'on voulait lui faire, on le squeeze. Putain, alors, pour avoir terminé The Witcher 3 pour la 4e fois aujourd'hui, l'histoire principale, Vilgerfort, on parle de lui à un moment donné et on le présente bien comme un connard. On en parle bien, on parle bien lui de cette façon-là. Mais oui, parce que là, il y a qu'une scène. C'est mentionné extrêmement vite le fait que ce soit pas un gentil. Il y a qu'une scène de la série où tu le vois s'énerver un petit peu, alors que c'est un mec qui est ultra colérique. Et la deuxième scène devait aussi le montrer en train de s'énerver. Alors, je vais pas faire de détails sur le moment où il se rapproche de Tissaia, où Tissaia, qui est censée vraiment être la dame de fer, elle est là en train de minauder avec ses grands yeux, oh mon amour, tout ça, etc. J'avais envie de vomir devant mon écran. Pour moi, j'ai oublié ça. Mon subconscient l'a rejeté, quoi. On peut continuer à parler des personnages. Qu'est-ce que vous pensez de l'adaptation qui a été faite, l'actrice qui joue Ciri?
le personnage de Ciri dans la série. Pour moi, c'est l'un des rares trucs où je trouve que bah, ça va. Enfin, je suis pas forcément mécontent du personnage de Ciri dans la série. Pas le pire. Alors moi je le suis. Moi je le suis. Ah, je sais pas, Parce que pour moi, Ciri, c'est pas le pire. il y a eu une bonne direction d'actrice, enfin d'acteur, d'actrice au début. Tu vois vraiment, en fait, il y a vraiment cette transition sur les premiers épisodes où tu vois, elle a un port noble, elle est vraiment très droite sur sa chaise, Maxin. Tu as vraiment l'impression qu'on lui a dit, vas-y, tu te comportes comme ci, comme ça, etc. Et à partir du moment où, en fait, elle arrive à Kaer Morhen, elle change complètement ses habitudes, donc toujours là, une bonne direction d'actrice. Après, dans le reste de la saison, donc à peu près sur la deuxième moitié de la saison, bah, on l'a laissé végéter. Son jeu d'acteur est pas forcément terrible. Hein, Ouais. et honnêtement, moi, l'actrice, je l'ai vue en interview. Ce qu'elle fait, elle s'en fout royalement. C'est une nana qui est fan d'Harry Potter. Je suis pas sûr qu'elle ait pris 5 minutes un jour pour ouvrir les bouquins de Sapkowski. Tout ça, elle s'en fout royalement. Elle n'arrive pas à aligner 3 phrases en interview sur le pourquoi du comment du personnage. Et à côté de ça, vous avez Cavill qui vous parle de Geralt. Il a tout compris de Geralt de Rive. Cavill, quand il parle de son personnage. il a tout lu, il a tout joué, quoi. Non, mais quand il vous parle du truc, parce que pour lui, les monstres, c'est quelque chose d'annexe, ce qui est carrément vrai dans le cycle de Ciri. Il vous dit derrière qu'en fait, Geralt, qui est pas un sorceleur comme les autres, hein, je rappelle que Geralt, il a les cheveux blancs, etc., parce qu'il a subi d'autres expérimentations que les sorceleurs, donc c'est une espèce de sur-sorceleur. C'est peut-être pour ça que lui, il est plus attaché à des sentiments, des choses comme ça. Et Geralt, il a toujours eu une personnalité très protectrice, vraiment tout le temps, quitte limite à prendre à prendre des risques pour d'autres personnages, pour d'autres personnes, pour la veuve et l'orphelin. Il a toujours fait ça en tant que sorceleur. Et là, le fait d'avoir Ciri à protéger, il se révèle complètement. Et ça, c'est vraiment les propos de Cavill. Et il a tout à fait raison dans ce qu'il dit. Et c'est incroyable de voir qu'à côté, ben, t'as une Ciri, enfin comment elle s'appelle, la Freya machin, la Freya Allan, qui joue Ciri. Elle, son personnage, on lui dit quoi faire, et puis c'est basta, c'est pas plus. Et vous avez aussi Yennefer là qui est jouée par Anna machin truc. Pareil, elle est vraiment pas dans l'univers quoi. C'est un petit peu dommage. Hein. Moi, je me rappelle l'interview par exemple d'une série que je compare beaucoup à The Witcher, qui est Game of Thrones. Fallait voir comment le personnage qui jouait par exemple Arya, fallait voir comment elle était impliquée dans le personnage. Il y avait vraiment, il y a des personnages qui s'impliquent à fond dans le rôle et qui vont même en donner des consignes, etc. Je pense notamment à l'actrice qui jouait Luna Lovegood dans Harry Potter. Cette actrice, elle a été sollicitée derrière par J.K. Rowling pour un développement, pour des choses comme ça. Elle est vraiment rentrée à fond dans le personnage. Là, je suis désolé. À part Geralt, je les vois pas impliqués à fond dans leur personnage, les autres. Alors, Almout, est-ce que tu Mais veux j'en demande beaucoup par contre. Non, mais après, je peux comprendre. Bon, Almout, vas-y. Est-ce que en parlant de Ciri, déjà Sur la série, effectivement, je trouve qu'elle elle est là pour faire le taf. On lui dit de faire comme ça, elle fait comme ça. Dans le 2, je trouve qu'elle a plus d'aplomb, elle est plus sûre d'elle. Donc moi, à la limite, la série, elle me choque pas, elle fait le taf, elle est pas formidable, elle est pas mauvaise. Fait le tap et tu as elle virevolte entre eux, ses restes d'anciennes dames de la cour et de nouvelles vagabondes et bon ça passe, franchement ça me choque pas. Moi celle qui me choque ou vraiment j'arrive pas à m'y faire, ce serait plus Yennefer, ou autant dans les livres que dans les jeux. Ça reste une femme mature, forte, qui se laisse pas marcher dessus et qui est pas juste en train de gueuler toutes les 5 minutes pour la moindre chose. Et je trouve que du coup, la Yennefer marche pas du tout. Elle fait trop enfantine. Et Je suis parfaitement d'accord là-dessus. Yennefer est insupportable. Déjà, dans la première saison, elle m'avait insupporté tout du long, je vais pas mentir. J'avais juste envie que de la baffer à longueur de temps. Enfin, après, j'avais déjà envie de la baffer dans The Witcher 3 toutes les 5 secondes. Mais ouais. là, là, elle est devenue insupportable, surtout que le fait qu'elle perde ses pouvoirs. Ouais. Déjà, moyen. Puis surtout, c'est quoi... Enfin, Yennefer qui veut sacrifier quelqu'un pour retrouver sa magie au point où elle... Enfin, j'ai pas compris le développement du personnage au cours de la saison, en fait. Surtout de Yennefer. Juste une petite anecdote, là. Tu vois l'image que t'as mis d'elle? Ouais. Tu vois la trace de sang qu'elle a sur la gueule? Ouais.
Ça, un coup de manche et c'est réglé. Une nana coquette comme Yennefer, elle aurait déjà dû le régler. Oui. Elle passe tout l'épisode 2, j'ai noté, avec des traces de sang séchées sur le visage. Ah, mais oui, Tu non, fais, mais on est d'accord. mais à quel moment, les gars, vous laissez le directeur de la photo, le machin, le truc, vous laissez faire ça, quoi? À quel moment? C'est ridicule. Mais en fait, ils Franchement, ont pas pris le personnage de Yennefer pour ce qu'il était, mais pour ce qu'ils voulaient en faire. Ouais. C'était Et alors, je fais juste un petit brief pour voilà que tout le monde soit au même niveau d'information, ceux qui ont lu les livres, les jeux vidéo, les machins, trucs. Alors globalement, après la bataille de Soden, alors Yennefer n'est pas celle qui meurt et qui devient la 14e du monde, du monde. Ça c'est Triss. Et Yennefer n'est pas censée perdre ses pouvoirs, elle devient aveugle, elle est aveuglée par Fringilla. Ce qui fait qu'en fait, entre elle et Fringilla, ça va être vraiment atroce, elles vont s'en mettre plein les dents par la suite. Donc déjà, il n'y a pas ce côté-là, et on a fait tout un truc là. Il y a l'histoire de l'obélisque avec le nom des mecs qui sont marqués, il y a l'histoire de Tissaia qui a un parchemin dans les cieux où elle note les noms des gens morts, etc. Et tout ce truc-là, ça aurait dû tourner donc autour de Triss. Ça tourne pas autour de Triss, ça tourne autour de Yennefer. Tu sais pas pourquoi, mais vraiment, tu sais pas pourquoi. Et à un moment donné, c'est ridicule. Franchement, c'est ridicule. On a l'impression que les mecs, ils sont partis sur une idée et ils l'ont complètement abandonné en chemin. Bon, voilà. Ça, c'était juste pour faire une petite parenthèse pour que tout le monde ait bien les mêmes infos en tête. Bah, C'est clairement, en fait, j'ai l'impression qu'ils font des choix pour vraiment pas se dire je vais faire ce choix-là car d'un point de vue narratif par rapport à ce que je veux raconter, ça a du sens. C'est juste je vais faire à contre-pote de ce qu'on attend juste pour me démarquer même si ça ne marche pas. Là, pareil avec Eskel et Lambert, ils ont complètement inversé tous les personnalités des personnages et du coup, on comprend pas. C'est pas comme si ça racontait quelque chose. C'est du coup, ça va à contre-pied pour dire l'inverse. Là, moi, il y a le passage qui ça me fait rire, c'est tu as Geralt avec Ciri qui vont pour aller avec un Moren. Et donc t'as Ciri qui demande à où est-ce que c'est, le gars qui lui dit c'est secret parce qu'il y a eu les pogroms et on veut pas que ça se reproduise, donc le droit est tenu secret. Ils arrivent, c'est un bordel avec plein de nanas, plein de nanas en mode grosse orgie. Tu dis bon, ok. Ouais, et les gars ils ramènent les putes à Carmoren, tu fais ok. Après, bien sûr. Ouais. Après t'as Vésimir qui pour justifier un peu le truc, il dit bon on va les droguer, ils vont pas se rappeler de ce qui s'est passé. Bon, okay. Évidemment, c'est dans la morale des sorceleurs. Ouais, surtout c'est dans la morale de Vézémir en plus, c'est ça le pire, c'est Vézémir quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et surtout, c'est que du coup, tous ces nanas en bordel à Carmoren, dans l'histoire, elles ne racontent rien, elles ne servent absolument à rien. Il n'y a rien qui est développé avec. Et tu dis, mais pourquoi du coup? Bah, c'était pour faire un peu de nichon sur l'épisode 2, hein, je pense. Hein. Ouais. Je vois pas plus loin. Quoi. Netflix n'arrive pas à faire assez pour rendre intéressant une série dès le départ. Faut donner l'impression qu'il y a de la violence, du cul. D'ailleurs, Kermoren, t'as une petite illustration, il me semble. Merci Hazard, au fait. Alors, Kermoren, le château perdu au milieu des bois, les bois où les sorceleurs vont s'entraîner. Il y a tout un chemin, il y a toute une histoire, un parcours qu'ils font là-bas au milieu de ces bois, au milieu de ces bois, au milieu de ces bois. Image Netflix de Kermoren, il n'y a pas un putain d'arbre. Tu fais, mais c'est quoi le délire? Le château, il est censé être en pleine forêt, il n'y a pas un putain d'arbre. C'est incroyable. C'est censé être encerclé par de gigantesques montagnes, vraiment, qui te couvrent. C'est censé être une vallée montagneuse. J'ai l'impression que ça, c'est au sommet d'une montagne, mais face à une vallée. Et en fait, non, c'est censé être encaissé, c'est pas censé être au sommet. Ouais, c'est vraiment putain, il y a pas mal de petites choses hein, où tu vois justement que le budget est assez cheap hein. Si tu peux mettre la deuxième image que je t'avais mis, c'est Dolblatana, c'est l'espèce de tour. Enfin d'ailleurs, on sait même pas si c'est ça vraiment parce que t'as vu que l'unité de temps et lieu est complètement foirée. T'as l'impression que les mecs se téléportent d'une scène à l'autre et ça veut rien dire. Hein. Là, Kermoren, pour monter de Sintra à Kermoren, il faut traverser 4 royaumes. Hein. Là, ça se fait comme ça. Et donc, ouais, en état de guerre. Donc, en plus, c'est encore plus le bordel. Alors, moi, je m'étais arrêté. Donc là, j'ai mis pause tout de suite quand j'ai vu cette image parce qu'en fait, elle passe 3 secondes à l'écran. Je me suis dit, merde, putain, une prise de vue large, etc., qui passe 3 secondes, c'est bizarre. Et en fait, j'ai mis la pause, je suis allé regarder. Oh, putain. Alors, je pense que les montagnes, les machins, ça doit être réel. Et ils ont collé des trucs par-dessus. Mais
tu regardes les arbres, tu vois que c'est des trucs détourés, copier-coller. Il y a aucune perspective qui est respectée. C'est dégueulasse. Tu sais à quoi ça me fait penser? Genre au truc Stargate SG1, au truc comme ça. Ouais, mais franchement, le truc cheap as fuck, tu fais mais n'importe quoi. Et dans cette scène, je comprends même pas à quoi ça rime. Ils sont là, donc les elfes sont dans les bois en train de chercher ça. Tu sais pas comment ils arrivent à pas le trouver. Apparemment, ils ont creusé pour le trouver. Tu fais ok. Après, ils rentrent dans le machin. Ils sont là face à une espèce de stèle. La stèle, elle va s'ouvrir. Il y a un chemin. Donc ils descendent l'escalier. Et ils se retrouvent à nouveau en pleine forêt. Tu fais mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, tu sais pas à quoi ça rime. Il y a rien de logique. Tu comprends pas ce qui se passe. Tu comprends vraiment pas ce qui se passe, quoi. Ah mais non, mais dans quasiment toute la série. Hein. Ouais, c'est vrai que du coup, là, pour dire que c'est mieux, c'est qu'on est seulement perdu géographiquement et plus dans le temps par rapport au 1. Dans le 1, vous avez entremêlé toutes les timelines différentes, où à la fin, il t'explique à peine que c'est pas en même temps et que du coup, tu t'es perdu géographiquement et dans le temps. Bon, bah dans la 2, t'es juste perdu géographiquement. Et c'est vrai, je me rappelle de ce passage. Ils descendent dans la grotte et finissent dehors, là où il y a eu de Baba Yaga, enfin ouais, c'est du grand n'importe. Et justement, alors, ça a été une critique énorme de la série sur de la saison 1, ce fait qu'on n'explique pas le temps, le machin, l'unité de temps. Alors, la showrunneuse, elle disait oui, mais je me suis inspiré de Dunkerque et de machin. Écoute, meuf, je veux dire, il y a ceux qui font du cinéma et il y a toi, voilà. Dans Dunkerque, quand il fait nuit, bah, il y a le soleil qui tombe et tu sais que c'est la fin de la journée. Et s'il y a une scène où il fait clair, bah, tu sais que ça, on revient un peu en avant, voilà. C'était pas compliqué dans Dunkerque. Toi, ta série, ça a juste été très mal monté. C'est absolument incroyable. Je sais pas si vous l'avez vu, les viewers, mes deux comparses. À un moment donné, Jasquier, la scène où il doit monter sur le bateau, il se fait arrêter par une espèce de gros relou qui lui pose des questions, etc. Et qui lui dit ouais, moi j'ai bien aimé ta balade. Par contre, j'ai pas tout compris à la chronologie. Ça, je suis 100% sûr que cette espèce de gros relou qui a l'air un peu débile dans la série, il s'adresse en fait, c'est une espèce de critique que font les directeurs du show aux critiques de la saison 1. J'en suis quasiment persuadé. Je suis quasiment persuadé qu'en fait la série, elle insulte les mecs qui n'ont pas aimé la saison 1. J'en suis persuadé que cette scène ne sert qu'à ça, quoi. C'est vous dire, hein, c'est vous dire où on en est, quoi. C'est putain. C'est pas tilté, mais ouais, ce serait rigolo. Non, bah, regardez-vous, je sais pas s'il y en a qui peuvent donner l'épisode, je sais pas, genre Alpha, je sais que tu l'as vu, la scène où Jasky monte dans le bateau, limite, balance l'épisode si tu t'en rappelles, et vous irez voir, et en fait, il y a ce moment où, ouais, ta chanson j'aime bien, mais j'ai pas aimé la chronologie, mais vraiment, le truc a rien à voir dans l'histoire, et je vous dis, c'est vraiment une critique faite au truc. 5, non, épisode 4, ouais, mais 5, ça doit être vers le milieu, ça doit être vers le milieu, ouais. Parce que c'est là où Yennefer s'enfuit, ça doit être au 4-5. Ouais. Il y a eu pas mal de petits easter eggs, donc je trouve ça à la rigueur assez sympa. Je sais pas si vous l'avez remarqué, notamment par exemple le médaillon du jeu vidéo, du Witcher 3. Il apparaît assez brièvement sur l'arbre à médaillon, vous le voyez. Donc il y a des petites. Voilà, il y a deux trucs easter eggs. L'arbre à médaillon, qui est l'arbre à médaillon, par contre, qui était un beau truc, tu vois, j'appréciais le truc. Ça, c'est un point positif, c'est que je trouvais que ça développait un peu les sorceleurs, et le côté ils ont peur d'avoir un nouveau pogrom, etc. C'était pas trop mal représenté. Ça allait. Et d'avoir le côté hommage de Vézémir qui voudrait bien ressusciter les sorceleurs. Envino, j'ai trouvé un point positif que je m'étais noté. Oh, vas-y, attention. Alors, rappelez-vous, ceux qui avaient regardé la première émission qu'on avait fait avec Envino, on avait parlé vite fait de la série, où je parlais du côté woke, machin, etc. Et qu'on dénaturait ce folklore slave, ce que je trouvais vraiment dommage, vraiment dommageable même, limite insultant, hein, finalement, quand aujourd'hui on vous parle d'acculturation, de machin, c'est vraiment dommage que ce truc-là, on ne le respecte pas. Et je disais qu'il y avait, justement, dans la série, il y avait quasiment aucun acteur slave. Et incroyable, en regardant un peu qui il y avait dans la série, l'acteur qui joue Vézimir est danois d'origine russo-polonaise. On a enfin, dans The Witcher Netflix, on a enfin un acteur slave dans une série qui est censée se passer dans le monde slave. On peut faire, qu'est-ce que vous en pensez? On peut peut-être partir dans ce cas sur les sorceleurs et dont Vézémir, qui était un peu le tournant sur lequel j'attendais la série, moi j'avoue. Oh, il fait son taf. Vézémir, je le trouve pas mal dans son rôle. Il y a juste un truc, moi ça m'a fait tilt à l'oreille, et je trouve ça rigolo, c'est que du coup, le doubleur, à un moment dans la série, ils vont voir Codringer et Fenn. Et le doubleur VF, j'ai regardé la série en VF, le doubleur VF de Codringer, c'est le même doubleur qui faisait le doublage de Vézimir dans The Witcher 1.
Et du coup, je me suis dit, c'est dommage qu'ils n'ont pas repris du coup le même doubleur, puisqu'il avait, c'était Benoît Hellman, qui est de Vesemir dans The Witcher 1. Et là, c'est un autre doubleur. Et ils l'ont collé pour Codringer. Après, The Après, Witcher ouais, 1 commence un peu à dater. C'est peut-être des gens qui ne... Ça aurait peut-être moins parlé que peut-être le doubleur de The Witcher 3. Ou, tu vois, ça aurait peut-être une référence que eux-mêmes n'avaient sans doute pas. Peut-être. Peut-être. Je sais pas. Bon, Mais pour revenir à ce que disait Hazard, Vesemir, pour moi est une bonne surprise. J'étais content du perso. Il y a cette espèce d'intrigue, grâce au sang de Ciri, on va refaire des Witcher. Alors pourquoi pas? Bon, ceux qui connaissent pas, ça a rien à voir. Le sang ancien, les mutagènes, les plantes, les machins, ça a rien à voir. Mais pourquoi pas? Peut-être que voilà. Surtout qu'en plus, ça peut faire écho à ce qu'on voit dans The Witcher 3, où il a quand même gardé, j'ai oublié le nom de la table de. La nom de la table pas de torture, mais de mutation. Ouais. Également, il a gardé tous les objets de ce rituel. Il dit que c'est en termes d'hommage, mais les autres sont en mode ouais, mais c'est parce que d'un autre côté, tu peux aussi vouloir recréer des sorceleurs. Tu as jamais abandonné cette idée. Et j'aime bien qu'ils aient gardé ce côté pour Vesemir, le fait d'être en permanence en train d'osciller entre le conservatisme des sorceleurs et le fait de devoir appréhender en permanence un monde nouveau. Tu vois, il est en permanence entre les deux. Ouais, c'est pour ça que je trouve que c'est pas. En cherchant tout le temps à protéger ses sorceleurs. Ouais, c'est pour ça, c'est pas mal ce que tu fais, quoi. Excusez-moi. Mais d'ailleurs, au niveau des sorceleurs, ils essaient de lier la saison 2 et le film Nightmare of the Wolf en récupérant des éléments qui sont bien entre les deux. Vesemir qui fait des références à des glanes du film. Et à la fin du film de Nightmare of the Wolf, il reste 4 sorceleurs. Donc il y a Geralt, Eskel, Lambert et... comment s'appelle l'autre? C'est celui qui meurt dans la saison 1. Gwen? Non. C'est Remus, voilà. Ah, ok. Les 4 garçons qui survivent au pogrom avec Vesemir, c'est Geralt, Eskel, Lambert et Remus. Remus, c'est le sorceleur qui meurt dans la saison 1 pour la recherche de la Scrige. Ah, et là, du coup, il te claque. Dans le sel, là C'est ça, c'est lui. Voilà. Donc ça, t'as une continuité, je te fais, ah bah ouais, c'est celui bien. qu'on trouve dans le sel, c'est pas le sorceleur Envino qu'on trouve dans le sel. T'es encore plus salé que moi. Mais par contre, du coup, là, il te claque plein d'autres sorceleurs qu'on ne voit pas d'où ils sortent, qui sait. Ah mais ouais, ça m'a choqué, ça, le nom qui sont. Bah... Et du coup, il te les claque juste pour que Ciri, elle les tue, mais comme on les connaît pas, et ben on en a rien à foutre. C'est ça, c'est exactement ça. Moi j'ai vu le truc, j'ai fait bon bah le château va se faire attaquer, il va y avoir une saloperie, il y en a trop. Voilà, tu regardes le truc, tu sais bon il y en a trop quoi. Est-ce qu'on peut parler d'Eskel? Ah bah oui, j'entendais. Et là je pense qu'ils sont gourés entre Cohen et Eskel. Je comprends pas pourquoi le jeune normalement c'est Cohen, qui a à peu près l'âge de Ciri. Ouais. Ils les ont intervertis. Et Cohen, bon normalement il meurt à Brenna, mais à la limite, dans le livre il a pas vraiment une importance capitale, tu le mets là. Avec même moi le fait que les chaînes qui transforment le Eskel en Lechi aussi, ils viennent du Motolith, ils sont différents de ceux qu'on connaît. Ça m'a pas choqué, c'est du développement, pourquoi pas. Mais du coup, tu fais tuer Eskel, tu lui mets un caractère de gros connard. Et pourquoi? On sait pas. Ouais, alors là, la showrunneuse, elle en parle justement, si elle fait tuer un des sorceleurs connus, c'était justement pour qu'on s'y attende pas en fait. Elle voulait pas que ce soit un no-name qui soit tué, donc elle voulait tuer un de ceux qui est connu des joueurs. Avec le comportement de Lambert. Oui, mais de toute façon, elle répond et l'âge pas de Cohen. Elle répond pas sur. Enfin, on lui pose jamais des questions dérangeantes de toute manière en interview. Donc, ouais, bien sûr. Ouais, c'est ce serait le problème. Ça aurait été Cohen, j'aurais compris, tu vois. J'aurais fait il y a quand même, une logique. Le plus jeune, le moins expérimenté qui meurt parce qu'il s'est fait avoir d'une façon qu'il pouvait pas prévoir. Ok. Mais Eskel, qui pourtant est quand même un sorceleur, normalement dans le lore officiel, quand même bien expérimenté et peut-être l'un des plus dangereux de la bande. J'étais en mode what? Oh, c'est du gâchis de perso. Mais surtout que elle se défend en disant ouais, il fallait que ce soit un sorceleur connu pour que ça surprenne. Mais attends, le mec, tu le vois arriver, il a l'air complètement malade. tu lui arrives des trucs, tu sais qu'il va se passer un truc chelou par rapport à lui. Alors tu sais pas forcément qu'il va mourir, mais en tout cas excuse-moi, mais dès l'instant où il arrive et qu'il parle du Lechen, il se frotte l'épaule en disant survivre à ses piqûres. Et t'as un plan sur Geralt. Bah oui. Qui le fixe d'un air inquiet.
Bah ouais, non, mais c'est clair. En gros, Immédiatement, t'as plus aucun suspense, tu vois. c'est ça. C'est Ouais, ouais, on ouais. a fait ça pour le suspense, donc on casse le lore pour le suspense, mais dans la série, on met pas le suspense. Et putain, Et- ça revient tellement Ça m'a souvent. fait Ça. clairement mal. Et surtout, et elle veut pas que ce soit après, anticipable. Bah ouais, mais Ouais, mais pas elle aussi veut trop pour faire à la The pour les gens qui Witcher. ont. Elle veut trop faire à la The Voilà. Witcher. Ouais, mais en fait, ils référencent le jeu tout en prenant le contre-pied. Parce que Cohen, il est pas censé mourir, donc les gens qui ont joué qui ont lu les livres, pour eux, il va pas mourir. Et du coup, tu peux prendre contre-pied, il sert à rien, c'est le plus jeune. Là, du coup, ouais, c'est l'âge à Cohen, c'est scale avec la température, le tempérament de Lambert. Lambert, qui d'ailleurs m'a fait un peu bloops. Même si, encore en termes de cohérence, c'est peut-être celui qui est le plus cohérent de la bande. Avec Vesemir, c'est le seul qui a à peu près le comportement de mec cynique en permanence, assez insultant et qui prend mal à peu près tout ce qu'on lui dit. Et qui fait... Ouais, ils ont gardé, par exemple, c'est le côté quand il l'appelle Marigold ou ce genre de choses, tu vois, ça ils l'ont maintenu. Ce qui me dérange pas en soi. C'est quoi le nom de son binôme là, le mec sur l'image que j'ai mis, le mec qui est tout à droite déjà. C'est Cohen. C'est lui Cohen. Attends. Le black, c'est Cohen. Oh putain, j'ai complètement, tu vois, enfin, j'ai tellement pas fait attention que ce personnage-là, j'ai quasiment pas retenu son nom de la série. C'est de dire, tellement j'arrivais pas à accrocher. C'est pour Ouais, ça. les mecs ont pas de dialogue. À part Lambert, les sorcières ont pas de dialogue. Tous les sorcières qui meurent, ils ont pas une ligne de phrase. Tu sais pas qui ils sont, d'où ils viennent, est-ce qu'ils viennent d'une autre école. Du coup, t'as aucun attachement à eux, et donc quand ils meurent, ils font. Ouais, Tu fais ça aurait pu être en ouais. plus, ça aurait pu être un développement intéressant d'avoir des sorceleurs de Mais plusieurs écoles, en mode les le écoles pire, sont en train de se disloquer. non, enfin plusieurs écoles, pas forcément, mais les acteurs arrêtent pas de se plaindre de scènes qui n'ont pas été diffusées. Il y a eu plein de scènes coupées, et je suis quasiment sûr que aussi ils ont pas trop fait de focus sur les interviews que j'ai vues sur les sorceleurs, mais je suis quasiment sûr il y a plus de scènes, plus de machin que machin, et ils les ont virés. Ah, petit truc sur la nana qui joue du coup qui joue Siri. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que moi elle me faisait pas un grand intérêt, enfin une grande impression. Il y a des moments des interviews que j'ai vues où en fait elle sépare ce qui a été euh, de ce qui a été tourné, ce qui a été diffusé ou pas. Je me pose la question de savoir si elle a même regardé la série, tu vois. Je me Ouais, en pose la gros, elle a question. tourné, puis elle est passée à autre chose, quoi. Ouais, franchement, c'est l'impression que j'ai parce qu'elle ne sait pas ce qui a été vraiment tourné ou pas, enfin, pas tourné, diffusé ou pas, par rapport à ce qu'elle a là tourné. Ah, par contre, pour en interview vous dire ouais la petite robe de machin, oh là là c'était formidable, oh la costumière elle était putain alors ça elle arrête pas quoi. C'est une princesse, ils l'ont bien trouvé, hein, c'est vraiment une princesse dans la vie de tous les jours c'est une princesse hein, la nana. Ouais, mais bon, ça fait pas tout, malheureusement. Bon, Qu'est-ce que je voulais dire comme connerie aussi assez folle qui m'ont vraiment fait tiquer, ce sont les scènes au niveau du temple de Mélitel. Alors. Mélitel, c'est la déesse, hein, on pourrait la rapprocher de pas mal de divinités, un peu, enfin des divinités païennes, proches de la nature, de la moisson, de la fertilité, etc. Donc ça, et de la guérison. Donc Mélitel, on l'imagine comme ça. Là, ils prennent le parti de mettre une espèce de temple un peu hindou, machin. Bon, c'est de la direction artistique, je m'en fous un petit peu. Par contre, il y a un truc qui est assez effarant. Mélitel, donc déesse proche de la nature, 100% des scènes qui concernent le temple de Mélitel sont tournées à l'intérieur. tu parles de Neneke et tout. Ouais. Tout est tourné à l'intérieur. Le décor, il est ultra cheap. Il y a l'espèce de cloître principal, la bibliothèque et la pièce à côté d'où ils vont se téléporter. Ces pièces, elles sont utilisées à outrance. Il y a même une scène, il y a la scène entre Neneke et Ciri qui discutent dans le cloître. 2 minutes après, t'as la scène de Yennefer et Geralt qui sont dans le même cloître en train de dire, mais où est Ciri? Mais en fait, il y a vraiment des gros problèmes aussi en termes de montage. Hein. Ça correspond à rien, quoi. C'est le même problème c'est que vraiment dans la dommage. première saison, en fait. Ça revient. Ils ont pris en compte certains défauts, mais plus esthétiques qu'autre chose, genre les costumes, etc. Mais ils ont refusé de se remettre en question sur tout ce qui était mise en scène et montage. Pour dit. Et genre, Neneke, ça m'a choqué vraiment, c'est le côté très méditation, etc., très zen, etc. Ça fait un... Oui, d'accord, mais comme tu l'as dit, on retrouve pas l'essence de toute la scène, de toutes les scènes avec Neneke, par exemple.
Bah, moi, Ouais, j'aurais bah, vu un décor déjà beaucoup plus végétal. Beaucoup plus végétal. Moi, je voyais plutôt un truc orienté, peut-être c'est celtique ou quelque chose comme ça. Je voyais plus quelque chose comme ça, quoi. Mais bon, voilà, c'est mon avis perso, ça. c'est vrai que tout ce passage sur le temple, c'est encore une fois, c'est ils vont au contre-pied. Donc tu vois, t'as Yennefer qui est là, mais tu la vois pas. T'as les scènes assez salées entre Yennefer et Denneke que moi j'ai trouvé dans le livre très drôle où du coup ils se scellent mutuellement. Le passage, il y a une série, donc comme je l'ai dit, qui est enlevée, et la mort de Yar, Jar, je sais pas comment ça se Il prononce. l'appelle Yaré en VO, apparemment. Ouais, il y a Yarek qui le font tuer là, du coup qui va excuser tout le passage des livres qui va le suivre. Ouais, surtout Et qu'Yaré, c'est censé être un peu, on va dire, un peu le premier petit copain de Ciri, tu vois. C'est un peu ses découvertes, elle, en tant qu'adolescente, bah, du monde, voilà, du monde. Elle sort de la cour, elle tombe sur ce petit mec qui est amoureux d'elle, voilà. Ça, putain, c'est même pas enfin, c'est à peine développé, c'est vraiment dommage. ça. Parce que Jar, il fait entre autres toute la liaison avec la mise en place de la bataille de Brenna. Ça reste des moments importants. En plus, pour un show, tu mets la grosse bataille telle de Brenna, c'est un truc qui est assez épique et gigantesque. Et là, du coup, tu coupes déjà un bras de ta narration pour l'introduire en suivant le livre. Du coup, Ouais. c'est des choix que je vois pas pourquoi. C'est vraiment juste, on va le faire tuer juste comme ça, puis on trouvera autre chose à mettre qui le remplacera. Tu auras un Yarbis qui aura rien à voir et qui fera le même taf. Ouais, c'est ça, C'est c'est ça. Mais comme je disais, on essaie de prendre des briques du roman et on essaie de les disposer sans se rendre compte qu'il y a des liaisons, des machins. Euh, voilà, je veux pas être trop critique de la série. J'ai quand même pris 2-3 notes sur lesquelles je voulais revenir, des trucs positifs. On a fait pas mal d'easter eggs. Je disais tout à l'heure l'histoire du médaillon. Il y en a d'autres. Il y a un truc, moi, qui m'a assez séduit. Je me suis dit, ah putain, bien les gars. C'est l'anecdote du bourdon. Je sais pas si vous l'avez remarqué pendant le truc, pendant la série. Quel moment c'est? Ça doit être, ça doit être l'épisode 2 ou un truc comme ça, quand ils arrivent sur Kaer Morhen, et il y a les sorceleurs, je sais plus avec qui Geralt il partage l'anecdote, mais en gros, ils parlent de la fois où ils sont fait engueuler par Vésimir à cause du bourdon. Mais ça, Ah, c'est une connerie. c'est- Là, la plupart des gens, ils passent à côté, ils disent ouais, c'est un petit moment de camaraderie. Mais en fait, il y a une vraie histoire derrière ce côté bourdon. C'était à l'époque, les sorceleurs tout gosses, ils avaient de super réflexes, ils arrivaient à attraper les guêpes et les bourdons à main nue. Et un jour, ils avaient chopé un bourdon, ils lui avaient mis une corde autour de la taille, là, enfin une petite ficelle, et il avait attaché une bouteille et il le regardait se débattre et essayer de voler dans tous les sens. Et Vésimir était tombé là-dessus, et lui qui était proche de la nature, qui disait putain, faut pas faire de mal aux animaux, quoi que ce soit, il leur avait mis une trempe, quoi. Donc Vésimir papa qui met des gifles à Geralt, et ça devait être Lambert, ou je pense que c'était Lambert, quoi. Cohen? C'était pas Eskel? Ah, je sais pas, enfin, c'est un des ces trois-là, en tout cas. Et je me suis dit, bon, cette petite anecdote, c'est bien, c'est un clin d'œil au bouquin, c'est pas mal. Moi, c'est un truc que j'ai trouvé pas mal. On parlait aussi des trucs qu'ils ont ajoutés, donc du lore qu'ils ont ajouté. Alors, il y a cette espèce de Baba Yaga, machin, etc. C'est vrai que Sapkowski en a jamais parlé dans son univers, ce qui est un peu dommage, parce que finalement, il s'intéressait beaucoup au lore, à la mythologie slave. Le Baba Yaga est vraiment un truc important dedans. Donc c'est bien que la série ait pu en parler. Après, les histoires de possession, de machin, de trucs, je trouve ça complètement con, hein. Je suis désolé, mais dans Ouais. toutes les séries, tout ce qui est possession, tout, donc la fin du show, enfin de la saison 2, je trouve ça vraiment En dommage, fait, quoi. c'est un moyen de pas exploser le budget en même temps de faire apparaître un ennemi, en essayant de faire apparaître Alors, un démon. la showrunneuse, elle disait, je veux un début, une fin à chaque saison, donc elle a créé toute cette intrigue juste pour ça. Elle voulait que voilà les parcours croisés des uns et des autres se mêlent grâce à cette intrigue. Alors que ce qu'on disait tout à l'heure, que bah, c'est dommage parce que des intrigues entre les personnages, il y en a déjà plein. T'avais pas besoin de créer un truc Et en c'est plus surtout pour. au cas où Voilà. la série n'est pas renouvelée pour sa 3e saison. Ouais, mais là, non, je pense qu'ils bossent d'une saison à l'autre. Je pense que c'est déjà prévu le renouvellement. La série, elle marche bien. Y a pas de souci. apparemment, Kelvin, il est signé pour 7 saisons. Oh, Donc là, ils sont putain. partis pour 7 saisons parties. Ouais. Et tout le délire avec Vladimir, pour moi, c'est du truc, une couche en plus. Donc moi, j'aime bien. Mais par contre, apparemment, tout ça, ça a l'air de seulement teaser Blood Origin, où il y a le teaser à la fin de la série. Et en fait, du coup, la saison 2, c'est un teaser pour Blood Origin. Ouais, Je alors me rappelle Blood toutes les Origin, origines de- on peut peut-être en parler genre en fin de truc pour pas trop mélanger parce Ouais. qu'il y a des Ouais, gens bien sûr, qui bien savent sûr. même pas de quoi on parle. D'accord. Et juste après, c'est vrai que je monopolise un peu le crachoir, hein, désolé les gars, je vais vous laisser la parole plus après. Mais juste dans les trucs que je trouve pas mal,
un truc qui a été ajouté sur la série qui n'était pas dans le bouquin et j'ai trouvé ça très intelligent. Donc voilà, vous remarquerez que je fais pas que des critiques négatives. Il y a un moment en fait quand elle est dans son espèce de rêve divinatoire, Ciri accompagnée par Triss, donc ça existe hein, dans le livre. Et qui est plutôt Elle bien se fait, retrouve. c'est cool, je trouvais ça, c'était une scène qui était assez cool. Ouais, mais il y a un truc qui est super intelligent, c'est qu'en fait elle se retrouve devant Pavetta, sa mère, Ouais. et en fait Ciri s'exclame tout fort, ah, mais c'est le jour où ils vont mourir. Et là, il y a Pavetta qui se tourne vers Ciri comme si elle la voyait et qui comprend. Et vous allez me dire, mais pourquoi Alex, enfin Hazard, pourquoi tu t'emballes là-dessus? C'est tout simplement qu'on sait jamais, on sait pas pourquoi Pavetta a empêché Ciri de monter sur le bateau. On ne le sait pas. Le bateau qui allait normalement les faire enlever tous les trois avec Duny, on sait jamais, c'est jamais répondu de pourquoi Pavetta, elle a pas mis Ciri sur ce bateau. On le sait pas. Non. Et là, ce serait une réponse qu'apporterait la série par rapport au bouquin. Pavetta aurait peut-être été en communion avec sa fille venue du futur, aurait compris qu'il allait se passer un malheur et aurait dit ma fille tu viens pas. Là j'ai trouvé ça ultra bien monté et ultra intelligent. Ça pourrait être une fulgurance pour des scénaristes, ça aurait pu, hein, ça pourrait. Hein. Alors c'est peut-être moi qui m'emballe, mais en tout cas j'ai trouvé ça beau. Quoi. Bah, après c'est soumis à interprétation. Ouais. C'est vrai que dans le livre, c'est juste mentionné que Pavetta, elle a compris que Émir, il allait lui mettre à l'envers. Et que finalement, au dernier moment, elle lui dit de rester avec Calante. Et que il cache l'information à Émir. Mais c'est vrai qu'on n'a pas plus de détails que ça. Juste qu'elle elle le soupçonne de quelque chose. On parlait de l'or rajouté. Dites-moi, qu'avez-vous pensé de tout ce qui est bestiaire durant cette saison? Les trucs là qui sortent des cristaux et tout là. Alors, attends. Ouais, je vais te laisser là-dessus. Là, c'est mon tour. Là, c'est mon tour. Allez, c'est mon tour de saler. Nous sommes d'accord pour dire qu'il y a, dans The Witcher, un bestiaire assez fourni. Ouais. Je suis en train de faire le bestiaire. Je suis déjà à plus de 217 variations de créatures et j'ai pas fini. Même Hazard, tu peux toi-même confirmer que dans le jeu de rôle moi-même que j'ai bricolé, il y a déjà un bon bestiaire de 40 à 50 créatures. Tu parles des animaux qu'on te one-shot à chaque fois là? Ouais, c'est ça, ceux-là même. Enfin, je me souviens qu'il y en a peut-être un ou deux qui... Il y en a peut-être un ou deux qui ont failli te one-shot toi, mais ça c'est autre chose. Ouais, mais c'est parce que je suis le défenseur de mon équipe, c'est pour ça. On est d'accord, donc il y a un bestiaire assez fourni. Messieurs les showrunners, les scénaristes, expliquez-moi pourquoi vous avez eu besoin d'en inventer. Pourquoi est-ce que vous avez eu besoin d'inventer des monstres qui viennent d'autres mondes? Il n'y en a pas assez. Bah, oui, justement, alors que le public a envie de voir ces trucs à l'écran, quoi. Bah, c'est-à-dire, moi là-dessus, je vais le mettre dans les points positifs, justement, puisqu'en fait, le fait que ça monte tout le build-up avec les monolithes et peut-être une nouvelle conjonction ou Ouais, mais tu vois, le problème, c'est que c'est quelque chose qui arrive trop tôt dans la série. C'est dans ce cas. Ça aurait dû arriver dans une des saisons suivantes parce que là, on n'installe même pas assez les monstres de cet univers-là qu'on te balance déjà des monstres d'un autre univers. On n'a pas assez vu de ghouls, de Leshen. Là, le Leshen, on le voit. Et encore, là, je peux le montrer. Le Leshy est peut-être l'un des points à peu près où j'étais satisfait. C'était une vision comme une autre des Leshen. Ça ouais, il était propre. Il était propre. Il était assez impressionnant. Même si je préfère le look qu'ils ont dans The Witcher 3, je les trouve quand même plus impressionnants. Ouais. Mais on n'a pas vu de Katakan. On a très peu vu de vampires. On a vu la Brooks. Et encore, la Brooks, ça va. Ça va. J'ai un peu grimacé, mais ça va. Encore, j'ai vu pire. Mais on n'a pas vu de Katakan, on n'a pas vu d'Ekim, on n'a pas vu de Fielon, qui est mon autre monstre vraiment que j'aime beaucoup. Les Fielons, j'adore ça. On n'a pas vu toutes les autres créatures qui... Merci Hazard. On n'a pas vu toutes les autres créatures qui font que on aime l'univers The Witcher, tous ceux qui ont, en tout cas, vu les visuels dans le jeu. Bah, alors, ainsi de suite. En plus... Pour accompagner ce que tu dis, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que l'espèce de démon là, du Baba Yaga, il viendrait d'une conjonction des sphères.
et il voudrait Oui. repartir dans sa sphère. Donc du coup, C'est ça. globalement, si il revient dans sa sphère, c'est-à-dire que potentiellement les monstres qu'on pop là, qui apparaissent dans cette nouvelle saison, bah, ils devraient aussi venir de cette sphère, donc on devrait déjà les connaître en fait. Donc ça devrait être C'est que pas- des c'est- monstres qui viennent de là, quoi. C'est que ça, c'est absolument pas cohérent. Et puis, excusez-moi, mais quand j'ai vu où est-ce qu'il est. Alors, comment il s'appelle déjà? Le myriapode. C'est quoi cette horreur? Il est même pas classe. Classe. Ouais. Aïe, aïe, Non, aïe. mais excusez-moi, mais au moins le Lechen, il y avait un côté assez beau là-dedans. C'est une créature qui a en plus tout un aura dans l'univers de The Witcher. Je pense que tu peux me d'accord avec moi là-dessus, Hazard. Mais le Lechen a quand même une aura dans l'univers de The Witcher. C'est des monstres très anciens qui datent de la conjonction, qui sont, Ah ouais. et qui sont très vieux. Et on t'en fait un qui se fait littéralement one-shot par ce truc. Et oui, et surtout que ça, c'est aussi une inspiration fantasy, c'est quelque chose que tu retrouves ailleurs. Entre le Lechen et Lent, il y a pas une grosse différence, par exemple, tu vois. C'est des créatures qui viennent dans les bois. Il y a un imaginaire qu'on peut se faire, là, les espèces de bestioles, là, l'espèce de gargouilles à moitié en cristaux et tout. Enfin, bon, ouais. Alors, Le Tchernobog, ils ont fait ça. Le Tchernobog, ah bah tiens, j'ai réussi à trouver un screen pas trop dégueulasse. Alors, tu vas rire, mais la première fois qu'on l'a vu dans le gouffre, je me suis dit, ah, ça va. Il était impressionnant, il était massif, et puis dès l'instant on le voit dans les airs, j'étais, oh putain, c'est un gros piaf. C'est un gros piaf. Bah non, mais excuse-moi, mais il est beaucoup plus impressionnant quand il est dans le gouffre. Tu fais, ah, il est grand, il est puissant, peut-être d'accord. Il y a quelque chose. Ça pourrait être une sorte de créature invoquée, une sorte de golem, tu vois, ça aurait pu. Non, même pas. Mais c'est vrai que moi, d'un point de vue général, sur tous les designs des créatures, je les trouve assez peu convaincantes. Sûrement parce que je suis trop habitué aux jeux vidéo de Witcher, et donc du coup, j'ai déjà cette idée préconçue de ces créatures-là. Même moi aussi. Mais encore une fois, la conjonction des desserts, c'est un truc qu'on a extrêmement peu d'informations là-dessus. Et s'ils explorent la loi d'une explication sur la conjonction des sphères, comment c'est arrivé, pourquoi, comment ça peut revenir, ça c'est je trouve pour moi un des points positifs de la série qui peut apporter une couche de lore supplémentaire à Alors, tu l'univers. vois, là, les monolithes, c'est là où je te rejoins, je trouvais ça intéressant. Je commençais à trouver le développement intéressant. Putain, moi pas du tout, hein. Personnellement, ouais, je trouve ça beaucoup trop simple. Là, on est vraiment en mode jeu vidéo. Alors le chaos, c'est la mana, le monolithe, c'est Alors, des portails. Putain, mais non, alors, limitez-vous, quoi. j'ai On trouvé- n'a pas besoin de ça. Hasard, Franchement. laisse-moi finir. Non, non, Ce que mais je ok, voulais dire, vas-y, c'est que le monolithe, au début, je trouvais ça intéressant, les mettre en rapport avec la conjonction. Je trouvais Mais les ça monolithes, intéressant. ça existe pas. Ouais, il y a une énorme monolithe là dans la ville, le machin. Putain, mais les gars, d'où vous sortez ça, Non, quoi j'aimais bien le côté au début, je parle, mais dès l'instant où ils ont commencé à en parler comme des portails qui s'activent et qui font là, j'étais en mode là non, c'est des monolithes. Qu'à la limite ils aient peut-être un lien avec la conjonction, mais ça se content juste de l'évoquer. Tu en vois, fait, ce qui est un peu ce qui est comme dans les jeux, t'as problématique, juste une information et après c'est soumis à interprétation. Bah ça m'aurait pas Non. dérangé, ça aurait juste été évoqué comme ça, un petit élément de lore en plus à apporter. Pourquoi pas, à l'extrême limite. moi je vais te dire pourquoi je trouve ça naze. C'est tout simplement parce que on peut prendre toute l'œuvre de Sapkowski, tous les romans et les nouvelles, et on peut se les approprier et en avoir son propre avis, et notamment sur la fin. Le dernier bouquin s'appelle La Dame du Lac. Ciri est transférée dans une autre dimension où elle rencontre un chevalier et elle commence à lui parler et elle est prise pour la Dame du Lac. Donc on est sur la geste arthurienne. On peut s'imaginer plein de choses à travers l'univers de The Witcher. Et le fait qu'on commence à mettre des choses ultra concrètes comme le chaos ou les monolithes, bah, ça casse cet imaginaire, parce que si on s'imagine que la Ciri des romans, en fait, elle est venue dans notre monde à nous et c'est devenu la Dame du Lac de la geste arthurienne, dans ce cas-là, ça veut dire que dans notre monde, il y aurait des monolithes. Et ça y est pas. Donc, en créant des trucs beaucoup trop concrets, beaucoup trop tape à l'œil comme ça, on casse l'imaginaire. Ce qui est vraiment l'inverse de ce qu'aurait voulu Sapkowski sur son univers. C'est encore une fois, c'est mon opinion. Voilà, ça ne regarde que moi. Mais je trouve ça dommage, je trouve ça limité, je trouve ça vraiment donner des petites piécettes comme ça là aux spectateurs. Tiens, vas-y, c'est comme dans tes jeux vidéo, c'est pareil, fais mumuse avec. Je trouve ça dommage, je trouve ça vraiment dommage, quoi. J'avais pas cette clé de lecture là, enfin moi j'avais pas ce point de vue. Effectivement, tu marques un point intéressant, c'est ce côté peut-être un peu plus méta, mais là dans ce cas faut aussi
Là, faut également, c'est aussi que tu as lu les livres, t'as joué t'as joué aux jeux, t'as ce point de vue-là aussi, parce qu'il n'y en a pas tout le monde. Ce côté, avoir lu le dernier livre, aussi, La Dame du Lac. Parce que de toute manière, on a besoin de quelque chose, on a besoin d'une espèce de fil rouge, parce que, alors c'est ce que je vous disais tous les deux en aparté là avant qu'on lance l'émission, mais moi j'ai été quand même ultra choqué qu'il nous révèle à la fin qu'Emir est le père de Ciri. Ça c'est le reveal du livre, du dernier livre. C'est vraiment, c'est le secret derrière le cycle de Ciri. Et ça, c'est révélé saison 2. C'est atroce. C'est vraiment atroce. En fait, il faut expliquer, je pense. C'est juste ils avaient peur de plus réussir à entretenir tout le mystère autour de pourquoi est-ce que, comment il s'appelle déjà le Nilfgaardien là qui est prisonnier là. Caïr. Pourquoi est-ce que Caïr traque absolument où est-ce qu'elle est l'image d'Emir? Elle est là. Non mais ça, il y a déjà une explication dans le bouquin. Dans l'explication du bouquin, Ciri est héritière de Cintra. Emir, il veut la récupérer, l'épouser de force pour devenir propriétaire légitime de Cintra. Alors voilà, ça, je me souviens, je crois. Pourquoi le changer? Ils en ont parlé dans la première saison. C'était les raisons évoquées. Mais dans mon souvenir, corrige-moi Almout, toi-même si je me trompe. Ils le mentionnent absolument plus dans cette saison-là, le côté héritière de Cintra. On n'en parle plus. Oh, elle se présente comme la princesse, elle, hein, quand même. Ouais, mais c'est plus la raison invoquée pour la retrouver. Si, je crois que... Si. Il y a un moment, sur la toute fin, il y a le conseil des rois. Et les rois, ils disent, ouais, il faut qu'elle disparaisse parce que c'est une épine dans notre pied. Ça veut dire que si jamais elle est récupérée par le Nilfgaard et qu'elle est épousée par Emir, elle pourrait offrir sur un plateau d'argent Cintra au Nilfgaard. Ça, ils le disent et c'est pour ça qu'à la toute fin, ils veulent... Mais t'avais déjà décroché, hein, je te connais, t'avais déjà décroché. Et ils veulent... voilà. Tu vois, regarde, Alpha il le dit, tu vois. Et les rois veulent la tuer justement pour cette raison-là, donc ça revient plusieurs fois dans la série. D'accord. Dans la saison 2. Bienvenue, Calxeros. Après, le fait d'épouser Ciri pour mettre la main basse sur Cintra, ça a toujours été plus ou moins un prétexte. À la base, Emir, il veut faire une fille avec sa fille pour avoir un descendant qui sera possible et qui sera capable de protéger l'humanité du froid blanc. C'est un peu le même délire que Jacques, moi je lui son nom, Jacques dans les jeux où ah ouais, je vois de qui tu parles. Où en fait leur but premier c'est il y a donc la prophétie des déclines avec le froid blanc qui va arriver et elle c'est la clé de la survie de l'humanité et donc du coup chacun veut être le héros de l'humanité et de son côté choper Ciri pour lui faire un gosse. Eredin c'est pareil, pas Eredin, merde, le roi des elfes, j'ai oublié son nom. Le roi des Oberon. elfes. Ah oui, d'accord. Okay. Oberon qui pareil qui veut faire un fils à Ciri pour avoir un descendant qui pourra peut-être contrer récupérer le pouvoir. Enfin du coup tout découle juste de son pouvoir que chacun veut récupérer pour Félix de Force pour le pouvoir, Oberon pour sauver ses elfes, Emir pour sauver l'humanité. Et du coup en fait la véritable Emir veut récupérer Ciri, c'est pour ça. Parce que Cintra, c'est un conquérant. Cintra, il roule dessus, il le récupère et il s'en fout de Ciri en vrai. Et ce que je voulais dire, c'était que... Oui, que du coup, on voit le visage de Denis dans la saison 1. Et du coup, s'ils remettent les passages du livre où on voit visuellement son visage, tout de suite, celui qui regarde reconnaît Denis, il se dit bah oui, Denis c'est Emir. Donc du coup, il l'annonce direct, comme ça ils ont plus besoin de s'embêter à cacher les visages et à jongler avec ça, je pense. Alors ouais, il y a quand même un truc que vous oubliez les gars, il y a un truc énorme que vous oubliez. Denis, on le voit à son mariage avec Pavetta. Oui. Alors pour la petite affaire, hein, rappelez-vous que Denis avait Pavetta comme enfant surprise parce qu'il a sauvé son père 15 ans avant son mariage. Il se marie quand Pavetta a 15 ans. Et Ciri a 14 ans pendant la saison 2. Ce qui veut dire que quand vous voyez Denis avec Pavetta pendant son mariage, quand on voyait son visage, c'était il y a quand même 14 ans. Hein, même un peu plus, parce qu'il y a le temps où il faisait le gamin, quoi. Donc l'acteur, ils auraient carrément pu le virer ou le recaster. Et ils l'ont ni vie ni recasté. Alors, donc, alors parce que pour moi, Emir, tu vois, visuellement, j'ai le visage de The Witcher 3,
où il a un aspect très anguleux, assez vieux et usé par les responsabilités, mais également très droit, très digne et surtout très pragmatique et impressionnant de calme. Et de menacer. La menace qui émane de lui, elle est très intangible. Il reste calme, sa voix reste calme, il ne s'énerve pas. Tout est dans cette petite nuance de ton, tu sens, c'est là-dedans. Je trouvais que d'ailleurs la VF c'était l'une des rares VF réussies de The Witcher 3, pas mentir. Et ok, non mais en VO en tout cas ça rendait très bien. Voilà. Mais je parle de la VF parce que là, plus je rejoue à The Witcher 3, plus je trouve la VF lamentable. Je vais pas mentir. Okay. Je trouve que la VF a eu beaucoup de mal. La VF a beaucoup de mal, surtout dans l'intonation des PNJ. Mais ça, c'est un autre débat. Mais là, j'ai vu ce personnage, cet acteur, et j'étais, mais il a aucun charisme. Mais ça, je te le disais déjà sur la première mission qu'on avait fait. Je te disais, le personnage de Denis, vu ce qu'il va devenir, il faut le recast. C'est pas possible. Bah, voilà. Quoi. Je trouve charisme, déjà je trouve qu'il fait beaucoup trop jeune, c'est vrai que j'aurais bien mis une dizaine d'années en plus, et moi ce qui me fait marrer c'est qu'il ressemble vachement à la carte de Kaïr du Gwent, et du coup je l'aurais plus vu sans Kaïr ou le Kaïr de la série. Par contre lui je trouve qu'il est une tête de neuneu, mais bah, surtout que le Kaïr il va changer complètement d'orientation, il va devenir, il va passer bon en fait, et là le mec tu sens qu'il a une gueule de méchant quoi. Je suis pas sûr qu'on arrive à en faire quoi que ce soit de ce Kaïr aussi. Hein. On peut en parler, Demi, on peut découler avec Fringilla et Kaïr qui sont les deux autres personnages, on va dire pas antagonistes vraiment, mais genre Fringilla, j'avais envie de la baffer chaque fois que je la voyais. Ouais, putain, je trouve ça un peu con. Les scènes où elle est avec Francesca, on est amis maintenant, etc. T'es là, oh putain. Alors surtout qu'on est d'accord, Fringilla, c'est l'une des plus grosses entre guillemets salopes du truc, quoi. C'est une connasse. Ouais, bah oui. Dans la série, ouais. Et ce qui est con, c'est que vu qu'elle a pas aveuglé Yennefer, en fait, il y aura pas cet antagonisme aussi. Hein, qui va se créer quoi. Non, puis surtout je trouvais ça gnangnan. Enfin c'est vous êtes censé travailler pour le Nilfgaard, vous êtes sous les ordres d'Emir. Vous êtes sous les ordres d'un empire de conquérants. Ah oui, et surtout c'est une critique que j'ai vue assez régulièrement, c'est d'où que la perte d'une armée ça empêche le Nilfgaard d'avancer. C'est un putain d'empire gigantesque, tu vas pas me dire qu'ils ont pas les moyens de remplacer une armée. Ouais, ils ont besoin des elfes. On est dans un monde médiéval, ça, à la rigueur, ça va. Mais d'ailleurs, c'est dans le roman, c'est bien ça. Les elfes, ils vont avoir leur intérêt, etc. Après, c'est juste con que les elfes, ils commencent à leur faire leur royaume à Sintra. Tu fais, putain, mais pourquoi vous faites ça ? Pourquoi en fait, vous respectez pas les réalités, quoi ? Et moi, il y a un truc que j'ai trouvé, tant qu'on est, on est plutôt sur la fin de la saison. Donc, ok, on a fait le reveal du bouquin, comme quoi Emir est le père. Alors, il y a tous ceux qui viennent du jeu vidéo qui l'avaient déjà compris de toute manière. Donc, c'est vrai que c'est peut-être un secret de Polichinelle. Donc, ok, on peut le faire. Mais derrière, il y a un truc qui est complètement débile. La scène, alors je dis pas avec qui ils sont, mais la scène où il y a Rience et l'autre magicienne qui a la mâchoire arrachée, là, j'ai plus son nom. Lydia. Ouais, Lydia. Les deux sont avec le grand méchant de la série, donc je dis pas qui parce que ça sera la saison 3, merci de pas le dire dans le chat, mais ils sont tous les deux en train de rendre des comptes à leur patron dans une taverne. Il y en a un qui a la gueule brûlée, l'autre qui a la mâchoire arrachée, donc ils sont visibles à des kilomètres, et ces deux mages renégats, ils sont en train de rendre des comptes à leur grand patron qui est un mec qui est censé être gentil mais caché, dans une putain de taverne aux yeux de tout le monde. Tu fais, mais à quel moment vous avez eu l'idée de faire cette scène ? Pourquoi cette scène, elle se passe pas dans un bois, dans un tunnel ou n'importe quoi ? Pourquoi vous faites ça dans une taverne ? C'est vraiment être con, quoi. Parce que n'importe qui va voir ces gens-là dans la taverne, se dit, en fait, il va se passer ça, quoi. Il va se passer ce qui va se passer dans la saison 3. Et moi, c'est des trucs qui me sidèrent. Je trouve ça vraiment pauvre. Je trouve ça pas intelligent. Je trouve ça stupide, quoi. Tu t'as parté le Rien, c'était plutôt réussi, j'ai trouvé. Je sais pas vous, mais j'ai bien aimé le Riens. Ouais, pourquoi pas. Ouais, c'est vrai, qui joue avec le feu en permanence, etc. C'était pas mal foutu. Ouais. On trouve des points positifs comme on peut. Hein. Non, mais t'as raison de le souligner. Pareil, je trouve que celle qui jouait Lydia. T'aimes bien aussi. Mais en fait, moi j'attendais le machin. En fait, j'avais peur du screamer qui allait arriver. En fait, je sais pas si vous voyez, l'actrice, elle a un très long cou. Elle avait une espèce de petit carré dans les cheveux, etc. Et en fait, elle a vraiment la mâchoire mise en avant.
Et moi, j'attendais le moment où justement, normalement, elle cache son visage sous une illusion. D'ailleurs, ce qui n'est pas le cas dans la série, hein, ce qui est un peu dommage. Alors, peut-être après. Ouais, peut-être après. Mais là, je m'attendais vraiment à ce qu'à un moment, genre, elle s'énerve, un truc comme ça, elle perd ses nerfs, elle lâche l'illusion et on le voit apparaître. Et j'ai été persuadé que ça allait arriver parce que il y avait vraiment. Bah, l'actrice s'est bien trouvée avec ce grand coup et cette espèce de carré avec la mâchoire proéminente. Et bah non, ça se passe pas, mais bon. Je pense que ouais, saison 3, l'actrice va être bien dedans. On va être dans son rôle. Après, elle a un petit rôle, hein, si c'est comme dans le livre. Après. Mais comme ils ont toujours le cul entre deux chaises, entre les livres et leur volonté de faire une nouvelle histoire et de faire des clins d'œil. Petit rôle, ouais, mais il y a énormément de magiciens qui sont pas traités, en fait. Donc, ils vont se baser sur ce qu'ils ont, là. Il faut pas oublier que c'est aussi grâce au petit rôle que tu peux installer une logique autour de l'univers, que tu peux installer toute une... comment je pourrais dire ça, que tu installes la crédibilité du truc et que tu installes également des sous-intrigues. T'en as besoin de ces petits rôles-là, donc faut pas non plus les négliger. Ouais, non, bien sûr. Alors, non, bien sûr, bien sûr. Ouais, dernier venin que j'aimerais cracher, et après je m'arrête, promis. Les monarques, les rois. Oh putain, je les trouve d'une platitude et d'une inutilité, mais hallucinante. Foltest. Alors que. Foltest, sur lequel j'avais envie de cracher dans la première saison. Tous. J'étais putain, mais en fait, ils servent à rien. Franchement, pour ceux qui connaissent pas la série, qui écoutent nos conneries depuis 1h30 là, qui connaissent pas la série ou qui connaissent pas les romans, les rois, en fait, on est dans une série classique d'intrigue, un peu comme dans Game of Thrones, où il y a des retournements de situation, des trahisons entre les uns les autres, les machins, les trucs, où les rois sont au cœur de tout ça, évidemment, les rois, leurs services secrets, et les mages rajoutent une couche à quelque chose qui n'existerait pas dans la vie réelle. Mais c'est censé faire justement une espèce de panier de crabes énorme et maintenir une intrigue, une attention en permanence. Là, c'est pas du tout le cas. Là, tout est du point de vue des magiciens. Alors, les magiciens, ils ont décidé de faire ci, ils font ça, et machin. Là, t'as Tissaia qui se pointe devant le conseil des mages. Bon, bah alors, faut faire ça. Oui, d'accord, Tissaia, très bien, Tissaia. Je fais, oh là 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 là. Et là, je vois donc tous les rois autour de la table, à la dernière saison. Je vois une gamine au milieu. Ah, Reine Mev, moi aussi. Je voulais pas spoiler. Pardon. Et j'étais là en mode, putain, dites-moi pas que c'est pas Mev. C'est pas Mev, me dites pas que c'est Mev, me dites pas que c'est Mev, me dites pas que c'est Mev. Et là, il y a Tissaia qui fait, oui, il y a Reine Mev. J'ai fait, oh putain, non, c'est une gosse, c'est pas Mev. Mev, la combattante, qui a tout le Nilfgaard sur dos, qui mène la révolution, qui va faire avec ce qu'elle peut, quelques chevaliers fidèles et tout. Tu veux ma théorie à propos de ça? Je pense qu'ils se sont inspirés du personnage de fillette de Game of Thrones. C'est la fillette qui dirige les troupes du Nord. Une partie des troupes du Nord. Je sais pas si tu t'en souviens de celle-là. J'ai oublié le nom du perso, mais en fait, je me souviens qu'elle avait été assez appréciée comme personnage et je pense qu'ils ont voulu refaire pareil. Plutôt qu'une énième reine combattante, etc. Je pense qu'ils ont voulu redonner peut-être un petit coup de particularité à ce personnage. Ça a raté, parce que clairement, je suis comme toi, j'étais putain... Ça ôte tout le charisme qu'a la reine Mev, mais c'est peut-être dans cette logique-là qu'ils ont voulu. Ouais, bah écoute, on verra le développement, mais bon, pour moi, c'est pas elle la reine Mev, hein, franchement, c'est pas elle. D'une façon globale, c'est vrai que sur tous les castings, ils font toujours des choix aux antipodes. Les vieux, ils mettent des jeunes, les jeunes, ils mettent des vieux, les blancs, ils mettent des noirs, les noirs, ils mettent des blancs, ils mélangent tout juste pour dire on n'a pas fait pareil, en mettant des clins d'œil forcés aux livres et aux jeux vidéo. Du coup, c'est toujours ça me fait penser. Contre-pied. Qu'est-ce que vous avez pensé de Dijkstra? Je l'ai bien aimé. Alors, moi, j'adore l'acteur, mais c'est pas pour ce rôle, quoi. Dijkstra, normalement, c'est un mec qui a toutes les apparences du bonnet et qui est ultra intelligent. Ouais. Bah, je suis désolé, mais comment il s'appelle à l'acteur là, il fait trop menaçant en fait. Il est trop dans le rôle du chef espion. Il est impressionnant par contre physiquement. Normalement, tu t'en méfies. Mais là non, l'acteur là, c'est un Écossais, je crois. Lui, il a l'air malin, etc. C'est pas un Dijkstra, ça. C'est pas le cas, quoi. C'est pas lui. Non, mais par contre, alors j'avais bien aimé son côté assez véritable. Enfin, quand la première apparition qu'il a eue. On peut spoiler, ça c'est la première apparition qu'il a, c'est quand il empêche des comploteurs d'éliminer son roi. J'ai dit, ah, bon, certes, l'acteur est peut-être pas celui que j'aurais choisi pour le rôle de Dijkstra, mais par contre, ça montre peut-être quand même que c'est un personnage avec lequel il faudra compter. Sauf qu'il sort de nulle part. Son roi, tu vois pas trop quelle place il a dans ce monde-là. On est d'accord, en plus, c'est une nouvelle faction en plus. Déjà que les autres sont pas toutes bien introduites.
Là, tu rajoutes des acteurs supplémentaires et tu fais ça te perd au bout d'un moment. Genre là, excuse-moi, mais il y a beaucoup trop de factions dans tous les sens. Il y a eu un truc, on a pas mal discuté sur un Discord sur lequel je suis, qui se lève autour. Il y a un mec qui a posé l'idée, je sais pas si c'était Alpha ou c'était un autre, qui disait, mais par rapport à un Game of Thrones par exemple, il n'y a aucune carte. Et les gens qui ne connaissent pas la série, je l'ai vu. Ouais, les gens qui ne voient pas la série, comment vous voulez qu'ils se représentent les royaumes, les factions, les machins, les trucs, il n'y a aucune carte dessus. Et même encore, c'est incroyable. Regarde la série, même nous qui connaissons l'univers, excuse-moi, mais à certains moments dans la série, même moi je me paume. Enfin, c'est tellement pas clair les différentes factions. Bah ouais, c'est clair. Donc en fait, quand ils parlent, que ce soit les factions, les lieux, les personnes, ils disent rarement les prénoms. Et tu passes comme dans Game of Thrones, pour faire un parallèle comme vous disiez avec Game of Thrones, où il y a énormément de personnes, et à chaque fois qu'il reparle d'une personne, il est au moins appelé une fois dans la scène par son nom, son prénom, pour savoir qui c'est. Et là, même moi, je regarde la saison 2, il y a des personnages, je sais plus qui ils sont censés être, puisque de toute façon, ils correspondent ni au livre, ni au jeu, je ne sais pas c'est qui, on les appelle plus jamais par leur prénom. Enfin, je pensais au mage qui est l'oncle de Fringilla. Ouais. Et du coup, je sais même plus qui représente dans le. Par rapport moi, c'est pareil. Hein. J'ai Rience. Je me dis putain, mais c'est qui déjà lui? Il a le mage de feu, machin, etc. Je me rappelais même plus. Hein. Tu sais, parce que vraiment, tu le vois que par rapport à ça. Il était en prison et il fait du feu, tu vois. C'est les deux seuls trucs que tu vois. Et je suis allé regarder sur le wiki, c'est qui Rience. Je fais ah oui, mais c'est lui, d'accord, ok, qui va en vrai, ok. Putain, je suis fan des bouquins, j'ai adoré les jeux vidéo, j'ai vraiment baigné dans cet univers, je suis obligé d'aller dans un wiki pour comprendre ce qui se passe à l'écran, quoi. On est d'accord que c'est absolument pas clair, en fait. Ah mais bah non. Là, on peut en parler, on va pas tarder à conclure, mais peut-être pour parler, tous les trois, on est des scénaristes de temps en temps pour du jeu de rôle, etc. En tant que scénariste, on est peut-être pas, c'est pas le même exercice que de créer, mais on est d'accord que là, niveau scénario, il y avait clairement moyen de mieux faire. On est d'accord. Oui. Ouais, bah oui. On aurait rien qu'avec le matériel venu des livres, ou même s'ils avaient voulu raconter une toute autre histoire, on est tous d'accord qu'il y a moyen de faire mieux. Il y a plus à raconter dans cet univers. Même s'ils avaient voulu partir dans une saison qui concerne pas Geralt, juste une histoire. Je pense même qu'ils auraient dû partir peut-être dans une histoire autre. En fait, ne pas adapter l'histoire de Geralt, mais juste réutiliser l'univers du sorceleur pour raconter leur propre histoire. Ah, mais ils ont signé Cavill, t'inquiète pas que le Geralt, tu vas voir que lui. Hein. Et d'ailleurs, moi, il y a des moments qui vont être un peu creux, hein, parce que... Alors, Geralt, il est dans le livre, tu le vois tout le temps, mais Yennefer, il y a de grands moments où elle est absente, et pareil pour Triss. Hein. Mais je te parie qu'ils trouveront un moyen de les faire apparaître. Ouais, c'est ça, ils vont devoir broder là-dessus, hein, parce que c'est l'histoire de Geralt et de Ciri. Hein, d'un chapitre à l'autre, tu passes du groupe de Geralt à Ciri qui fait son truc. Et d'ailleurs, on en parlait aussi, hein, mais moi, Ciri, je la vois pas du tout rejoindre la Bandera, le machin, ce qui va se passer plus tard, je la vois pas du tout faire ça. Je pense pas qu'ils vont le faire là-dessus. Hein. Pour ça, si vous me dites que ouais, il a été fait, si Cavill il a été signé pour 7 saisons, qui est-ce qu'ils vont faire en 7 saisons? Je sais pas. Ah oui, en fait, Vas-y, Albout, je t'écoute. Vraiment, je sais toujours pas dans quelle direction, encore une fois, je le dis, hein, ils vont aller. Même les événements de Taned, des fois, on a du mal à voir que ça se déroule vers là, puisqu'ils en parlent pas du tout. C'est quand même un sommet qui est ultra important, qui est un tournant de l'histoire des livres, et il n'y a aucune référence là-dedans. Alors ça, je pense qu'ils vont le mettre, mais qu'ils en ont pas parlé pour pas tout mélanger dans cette saison, et qu'il va y avoir un gros focus sur la saison 3 là-dessus. Je pense que c'est comme ça, mais je peux me tromper. Mais alors, un truc auquel j'avais pensé dont je voulais votre avis, c'est les elfes. Parce qu'on peut peut-être rappeler la place des elfes dans le monde de The Witcher. Parce que pour beaucoup de gens, les elfes, ils les gardent dans l'idée un peu du Seigneur des Anneaux. Les elfes, grand peuple, nobles, vertueux, etc. Les elfes de The Witcher, c'est pas ça du tout. Pour beaucoup, c'est des putains de terroristes. Alors, c'est... Ouais, c'est un peu plus compliqué que ça. Non, mais là, c'est moi qui vanne, mais...
C'est les elfes, en fait, il y a deux opinions, en fait. Les elfes aiment bien dire que les humains leur ont tout pris, les machins, etc. Ça, c'est l'opinion elfe globale, quoi. Ouais. Où on a un peu ce sentiment un peu anti-colonisation, machin, tout ça. Mais les elfes, ils ont surtout tout perdu avec la conjonction des sphères, en fait. Ça, c'est ce que le lecteur va apprendre. Et ça, c'est pas un truc qui est développé dans la série. Et résultat, ben, les elfes, déjà, il faut savoir qu'il y en a beaucoup qui vivent en ville, et qui, un peu comme les nains, et qui sont super bien comment dire, intégrés. Comme on voit le médecin, j'ai oublié le nom dans la saison 1, avec l'histoire du génie, là, sur cette nouvelle-là. Il y a des elfes qui vivent en ville, il y a des elfes qui vivent un peu bah, voilà, vers Dol Blatana, même si au début c'est pas un royaume, mais qui vivent par là-bas. Et après, il y a la Scoia'tael, là, les écureuils, qui vont être des terroristes. Ouais, les elfes, c'est pas effectivement ce que tu vois dans la série. On est des pauvres victimes, oulala, on se fait traquer. Non, Mais ouais, c'est pas terrible ce j'ai côté-là. trouvé qu'il les victimisait, mais de façon tellement. Alors que pourtant, je suis désolé, mais même dans les jeux ou dans les livres, tu vois que les Scoia'tael, ils commettent des putains de meurtres. Et c'est Ouais. c'est des tueurs. C'est des meurtriers, des assassins qui font des Des putains terroristes, d'actes. des Voilà, terroristes, hein, on peut faut le dire utiliser le clairement, ce terme. sont des Hein. terroristes. Mm. Et même, pour beaucoup d'entre eux, ils le font même pas comme quoi les humains, en invoquant le fait que les humains les aient dépossédés de tout. Non, ils le font simplement parce qu'ils veulent plus de pouvoir. Enfin, là, la série en fait juste des victimes, des mecs qui essaient de se battre pour récupérer quelque chose qu'ils ont perdu, alors que c'est pas du tout justifié, scénaristiquement parlant. Et ce qui va être super con, c'est que, en fait, ceux qui savent pas l'histoire, les elfes, ils vont récupérer, parce qu'il va y avoir une autre guerre avec le Nilfgaard, et les elfes qui ont aidé le Nilfgaard en faisant justement ces actes de sabotage et de terrorisme, vont se voir récupérer un royaume qui est Dol Platana, mais qui est censé être dans le nord-est du monde, entre Cadwen et Aedirn. Donc des royaumes qui sont situés au nord-est. Et là, la série a plutôt l'air de leur donner des terres à Sintra. Pour avoir Change des choses, ouais, pas mal. Ouais, pour avoir ces terres à Dol Blatana, les elfes ils vont devoir faire des choix de fous, et notamment Francesca va devoir abandonner tous les commandos de la Scoia'tael. Donc en gros, elle va envoyer au casse-pipe une grosse partie de son peuple pour avoir son royaume. Donc des grands choix moraux, toute une histoire à partir de ça, etc. Mais là, si elles leur font un royaume à Sintra, c'est complètement débile parce qu'ils sont protégés par le Nilfgaard. Ils auront pas besoin de continuer à envoyer des commandos, des machins. Donc là, encore une fois, on a pris une petite brique, on voulait la refaire, et puis on va se rendre compte à un moment donné, ah mais en fait, c'est pas cohérent. Bah voilà. Bienvenue saison 3, 4, 5, 6, 12, quoi. Bon, Ah, c'est ça, quelle horreur des elfes à Sintra, tu mettrais. Il y a vraiment toute la partie historique depuis les premières conjonctions, comment ça s'est passé, qu'il y avait d'abord les nains, ensuite les elfes qui sont arrivés, les elfes qui ont massacré d'autres peuples qui étaient là, après c'est les humains qui sont arrivés, qui ont massacré les elfes, avec tout le racisme, les pogroms qui ont surgi de tout ça, où ils étaient obligés de se replier dans les forêts et compagnie, et que du coup, t'as une explication de toute l'amertume qu'il y a entre les elfes et différent entre le racisme qui est vraiment intégré à l'univers. Là, non, c'est juste... ils sont là, rien qui est expliqué, pourquoi, ils sont manipulés plus ou moins par le Nilfgaard. Et même chose pour les nains, parce que les nains, normalement, quand Geralt, Ciri et Triss rejoignent la caravane des nains, il y a toute une histoire où les nains ils sont attaqués, il y a une histoire de racisme, etc. Tout ça, c'est même pas développé. Moi, ce que j'aime, c'est ces séries où les séries années 2020 où Wokistan à fond, où on te remplace tous les acteurs par des acteurs issus de la minorité, mais les problématiques réelles de racisme, on n'en parle même pas en fait. Elles sont développées dans le roman, mais on n'en puis on parle est pas. d'accord, C'est cet arc complètement... des nains, à quoi il sert le fait de rejoindre la caravane là? Ouais. Ah oui, et puis, putain, il y a un truc qui est con aussi. Moi, j'ai toujours trouvé ça ridicule. Mettre à l'écran des combats de nains. Je suis désolé, le combat qui se passe, je le trouve ridicule. Des nains, c'est censé être des grands combattants, des machins dans la fantasy. Dans la réalité, bah, c'est juste des petites personnes, quoi. Non, puis on est d'accord qu'ils sont ça complètement passait mal, le cons, combat. les soldats du Nilfgaard, surtout comme tu le dis, c'est des armures de garde d'élite, de garde de haut de gamme. Et putain, mais ils cherchent comme des bourrins. Ouais, les combats Ils sont ont pas top. aucune subtilité au combat. Alors je suis désolé, mais pourtant, hormis les combats avec Geralt, où là il y a peut-être un petit peu quelque chose avec de la bonne escrime. Mais je suis désolé, déjà, d'où que tu entends pas un chariot arriver. Pourquoi ils se retournent au moment où le chariot est déjà sur eux et qui était... Ouais.
Putain, mais bande de cons. Ah ouais, et ce Deus Ex Machina à la fin. Oh là là, je vais mourir. Ben non, Gérald arrive, il a traversé tous les royaumes. Et putain, je fais non mais ferme ta gueule. Enfin, la série, elle est ferme. Ah oui, non, mais arrêtez les scénaristes. Surtout ce qui m'a Attends, fait rire- attends, excuse-moi, je te reprends. C'est Alpha qui, juste Alpha. Tu dis, il y a un truc qui est pas correct. Hein. On n'en est pas encore à la loge des magiciennes. Hein. Non, c'est pas Francesca, encore Fringilla, l'histoire, etc. On n'est pas à la loge. Hein. Pour le moment, on est à la confrérie. C'est dans la saison 3 qu'elle a se monter la loge. Ouais. T'anticipes un peu là. Voilà. Excuse-moi, Envino, continue. Ouais. Et puis surtout, c'est quoi ce truc là? Tu sais, il y a Ciri qui déclenche la fissure et t'as un garde sur le rempart qui fait elle est là-bas. Quoi? Ah oui. Mais t'es un soldat, d'où que tu sais ça, toi? T'es con ou quoi? Ah, Non mais là, encore, ouais, le c'est- fait que le garde, je me suis dit, le garde ils envoient une patrouille juste pour voir ce qui a causé la fissure, à la limite, tu vois. Mais ils voient les filles, qu'est-ce qu'ils font? Dégainent les épées, ils chargent. Arrêtez cette petite fille qui a déclenché un truc. Non, Non mais surtout quoi. qu'ils savent C'est- même pas que c'est elle, il y a des kilomètres, ça se trouve, il veut dire, vous avez vu quelque chose ou pas? Enfin, non, tuez. Puis c'est comme le fait, on peut en parler sur la Nilfgaard, des combats inutiles. Quand Geralt et le mage se rendent au monolithe effondré, les deux gardes qui les arrêtent leur disent vous n'avez pas le droit de passer. Oui, mais j'ai l'autorisation de l'administration nilfgaardienne. Non, t'as pas le droit de passer. Quoi? Ouais. Mais c'est vrai juste que vous quand tu- voulez, c'est vous vrai voulez que- qu'il y ait un combat. C'est vrai que là, on dirait une petite ficelle de MJ pour pousser les joueurs à faire un combat. ça donne Oui, ça. quoi. alors tu déconnes, mais c'est vraiment l'impression que je me suis dit que ça va donner. Bah ouais, bah carrément. Putain, mais on carrément. dirait les jets de charisme qui échouent et le MJ qui essaie de trouver un moyen pour que la situation se débloque. Mais j'ai fait un 18. Non, ça passe pas. Ton jeu il passe pas. Mais c'est ça. Non, même l'inverse, tu sais. Tu fais crater tes jets et ça, le MJ il est en mode bon, bah il y a un combat parce que j'arrive plus à justifier le fait que vous continuez à discuter en fait. Puis même, c'est quoi ce sort pourri? Genre un petit coup de force, un petit push de force et le mec il tombe, il est par terre. Je me disais que c'était peut-être juste pour justifier dans le livre, il doit y avoir un duel entre Geralt et Istred pour Yen. Et genre de commencer à setup ça en mettant que Istred il sait faire de la magie quand même, il sait se défendre et ça peut justifier un duel pour plus tard éventuellement. Mais on voit C'est la qu'il sait se seule, défendre parce que quand Geralt est téléporté dans sa bibliothèque, il met un sort de bouclier en place. C'est bon, on sait qu'il maîtrise Ouais. la magie de défense. On s'en Et doute. surtout, je pense pas qu'il traite cette nouvelle du duel entre Geralt Ouais, et ça n'a Istred. rien à y faire, c'est pas assez développé. Parce que la fin de cette nouvelle, rappelez-vous, c'est Yennefer qui envoie un corbeau, là, une corneille là, aux deux en disant je vous quitte tous les deux. Alors là, Ouais, je vois pas dans la série telle qu'elle est lancée une Yennefer qui dit à Geralt allez, je me casse. Non, je le vois pas ça. Et ce qui est dommage, parce que ça nous apprendrait que Geralt a quitté Yennefer et qu'Yennefer a quitté Geralt. Alors que là, pour le moment, on en est arrêté à seulement Geralt qui s'est barré de chez Yennefer, c'est tout. Quoi. Bon, messieurs, est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur cette saison 2? Oh, il y aurait tellement d'autres à dire, mais je pense qu'on va laisser tes viewers en paix. Hein. On va s'arrêter là. Disons que vous avez été suffisamment contaminé par notre sel pour ce soir. Merci Alpha pour tes contributions de la soirée. Donc bienvenue une nouvelle fois à Calxeros sur la chaîne. N'hésite pas à rejoindre le Discord et YouTube derrière. De l'autre côté, donc pour tous ceux qui le souhaitent, demain, puisqu'on n'a pas assez de The Witcher, on repart pour un petit scénario. Je ressors Rudur. Rudur. Demain. Ouais, et il y a encore Oka, l'écureuil volant, nom de Dieu. Ouais, Almo, t'es pas au courant on de est ça, qui toi. On est qui demain C'est qui les joueurs demain Bah tu les peux nous mêmes, dire l'équipe de base. Kai, Elrakin, Stan et toi. Ok, ça marche. Donc on a bien un druide avec un écureuil volant. la classe. Oh, la grande joie de Rudur, qui a un petit creux chaque fois qu'il le voit. Rudur, le Skélygien qui a toujours faim. Oh, nom de Dieu. Donc, petit one-shot demain. Ensuite, dans la semaine, il y a pas mal de jeux de rôle qui sont programmés. Rendez-vous donc jeudi soir pour l'épisode 3 de la campagne Ténèbres d'Éden avec l'équipe principale. Et dès le lendemain, le vendredi soir, on a le deuxième hors-série de la campagne, également Ténèbres d'Éden, qui aura lieu. Et peut-être que dimanche prochain, je vais peut-être céder à l'appel d'Hazard qui veut que je teste un jeu de survie. Qui veut que je vienne. Donc Ouais. c'est quoi, c'est Project Zomboid? Non, c'est pas ça? Project Zomboid, yes. Si tu veux venir jouer, nous on a notre serveur. Voilà. Et bah peut-être que je rappliquerai, dimanche prochain, je verrai. Autrement on verra. Donc voilà. Il y a également un gros projet en cours durant la préparation du mois de janvier. Donc la chaîne va repartir tranquillement. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci Almout, merci Hazard.
C'était cool c'était cool plaisir. comme petite soirée salée au possible. Bah, merci à toi d'avoir supporté mes gémissements. Et donc, messieurs, dames, je vous souhaite une bonne soirée et on se dit à la prochaine. Salut tout le monde. Des bisous. Ciao à tous.